Une élection historique et une refonte en profondeur de notre paysage politique. Telles sont les conséquences de la dissolution du 9 juin dernier. Bonsoir à tous, bonsoir Gilles. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous. Messieurs, je me tourne vers vous, soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors, trois blocs politiques sont aujourd'hui en position d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et donc de gouverner la France. L'un de vous trois sera peut-être nouveau Premier ministre dans quelques jours, d'où votre présence ce soir devant nous. Ce soir, vous allez confronter vos programmes pour aider les Français à choisir. Un point de détail, je précise que votre place sur ce plateau a été décidée par tirage au sort. Jordan Bardella, vous avez 28 ans, vous êtes président du Rassemblement national. Vous avez adhéré au Front national en 2012 pour soutenir Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Bonsoir. Gabriel Attal, vous avez 35 ans, vous êtes Premier ministre en exercice et vous êtes candidat à votre propre succession pour la majorité présidentielle. Début de votre engagement politique, c'était en 2007 quand vous avez adhéré au Parti socialiste pour soutenir Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle. Bonsoir. Manuel Bompard, vous avez 38 ans, vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Vous avez été désigné par les partis du nouveau Front populaire pour les représenter dans ce débat et vous avez adhéré au Parti de gauche, c'était en 2009. Bonsoir. Ce soir, nous allons donc parler des priorités des Français. Le pouvoir d'achat, évidemment, mais aussi les impôts, la transition écologique, la sécurité, l'immigration, l'école et la place de la France dans le monde. Vous aurez tous le même temps de parole et on compte évidemment sur un respect dans vos échanges. Mais avant cela, nous vous avons donné à tous une carte blanche pour une durée d'1 minute. Nous vous avons demandé d'apporter une photo qui symbolise, à vos yeux, votre projet pour la France. Manuel Bompard, c'est à vous. Bonsoir. Alors, si j'ai choisi cette photo, c'est précisément parce qu'elle représente la France que nous ne voulons plus. Une France dans laquelle des personnes âgées sont obligées de retourner à Pôle emploi pour pouvoir vivre dignement après avoir travaillé toute leur vie. S'ils doivent le faire aujourd'hui, c'est parce que M. Attal et ses amis ont décidé l'année dernière, contre l'avis d'une immense majorité des Français, contre l'ensemble des syndicats de salariés, contre la majorité des députés à l'Assemblée nationale, de nous confisquer 2 ans de notre vie en nous imposant la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, M. Attal veut continuer sur cette voie et M. Bardella a d'ores et déjà abandonné sa promesse d'annuler immédiatement cette réforme. En réalité, seul le bulletin de vote du nouveau Front populaire permettra donc d'en finir avec cette situation. Nous annulerons dès le mois de juillet la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron. Nous porterons également la retraite minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Dimanche, par votre vote, vous pouvez avoir une action concrète, vous pouvez changer votre vie immédiatement. Merci beaucoup Manuel Bompard. Gabriel Attal, quelle est votre photo ? J'ai choisi une école parce que c'est la mère des batailles, parce que c'est là que se combattent les inégalités, c'est là que se construit la France et c'est là que s'apprend la République. L'école, c'est la mère des batailles et la France que je veux, une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs, confiante pour son avenir, elle passe par une école où on fait des savoirs fondamentaux, de l'élévation du niveau de nos élèves, une priorité absolue. J'ai engagé un certain nombre de mesures sur ce sujet. Face à ça, il y a d'autres projets dont certains proposent de supprimer les réseaux d'éducation prioritaire, les REP, qui concernent un élève sur 6. Il y a d'autres projets dont d'autres proposent de revenir sur une mesure que j'ai prise, qui permet la laïcité à l'école, avec l'interdiction du port de l'abaya. Moi, je défends une école des savoirs fondamentaux. Je défends une école où les valeurs de la République, les règles de la République, la laïcité sont toujours garanties. Je défends une école où on met le respect des professeurs et l'épanouissement des élèves, avec la lutte contre le harcèlement, qui restera pour moi une priorité absolue, au cœur de notre projet. Derrière votre vote, ce dimanche, il y a aussi ça. Un choix de société qui se traduira jusque dans la classe de vos enfants et de vos petits-enfants. Merci Gabriel Attal. Jordan Bardella, quelle photo avez-vous apportée ce soir ? Bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. J'ai choisi une facture d'électricité parce qu'aujourd'hui, ouvrir ses factures, ouvrir son courrier, c'est une angoisse pour des millions de Français qui, dans notre pays, n'arrivent plus à vivre de leur travail. Cette société à l'euro près, qui est aussi le bilan de la politique qui a été conduite à la fois par Emmanuel Macron et Gabriel Attal et qui laisse des millions de Français seuls devant le mur de l'inflation. Moi, je n'en veux pas et je souhaite la combattre. Si les Français m'accordent leur confiance, je serai le Premier ministre du pouvoir d'achat. Je serai le Premier ministre qui veut rompre avec l'indifférence et la brutalité de ceux qui nous dirigent à l'égard de millions de Français. Et par mon message d'espoir, ce soir, je veux dire aux millions de Français qui nous regardent que ce qu'ils vivent, ce n'est pas une fatalité.
c'est la conséquence de choix politiques. C'est la conséquence de décisions politiques. Et le choix qu'ils vont être amenés à faire dans quelques jours, il est fondamental. On peut agir pour le pouvoir d'achat, on peut agir pour rendre aux Français les fruits de leur travail. Et pour ça, il faut rompre à la fois avec ceux qui ont failli et éviter le pire de ceux qui conduiraient le pays à la ruine. Et j'incarne, je crois, ce soir une alternance raisonnable et responsable pour redresser le pays. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Nous allons maintenant entrer dans ce débat avec la principale préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Je vous précise que tout le long de cette soirée, vous allez pouvoir vérifier la véracité de ce qui sera dit par les candidats grâce à ce QR code qui s'inscrit en bas à droite de votre écran. Jordan Bardella, commençons par vous. Vous proposez la baisse de la TVA à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul, les carburants, mais plus sur les produits de première nécessité. Pourquoi ce changement au dernier moment? La situation budgétaire que je m'apprête à récupérer si les Français m'accordent leur confiance est une situation budgétaire aujourd'hui de quasi-faillite. En 2 ans, le gouvernement de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron a fait 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Par conséquent, je souhaite revenir à la raison budgétaire et cet état d'esprit avec lequel je souhaite aborder les questions économiques m'amène à faire des priorités. La TVA sur les produits de première nécessité sera supprimée à l'automne dans le projet de loi de finances de l'année 2025. Mais pour moi, l'urgence absolue aujourd'hui, c'est que des millions de nos concitoyens n'arrivent plus à se déplacer parce que le carburant est trop cher et ont renoncé à se chauffer l'hiver dernier parce que les factures d'énergie, de gaz, de fioul, mais aussi d'électricité n'ont eu de cesse d'augmenter. 45% de hausse de l'électricité depuis 2 ans, c'est une situation qui est inacceptable. Par conséquent, je propose, dès mon élection, d'agir. Je souhaite baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, mais aussi les carburants. Concrètement, sur un plein de 50 litres, c'est immédiatement 10 à 15 euros de pouvoir d'achat que je restitue à nos concitoyens. Le niveau de taxe est aujourd'hui insupportable dans notre pays. Je décréterai donc la paix fiscale et ma première mesure sera donc une mesure en faveur du pouvoir d'achat, une mesure d'urgence qui va permettre à nos concitoyens de respirer. Et j'annonce par ailleurs que M. Attal, qui a organisé l'augmentation dans la loi des prix du gaz au 1er juillet, j'annulerai cette augmentation parce que là encore, se déplacer ou se chauffer est un bien de première nécessité et je ne conçois pas que ça devienne un produit de luxe pour des millions de Français qui aujourd'hui sont pris à la gorge alors même qu'ils font de plus en plus d'efforts et c'est sans doute là l'injustice. Ils font des efforts et les factures continuent d'augmenter. Il faut mettre fin à cette inflation des prix de l'énergie. Manuel Bompard, votre solution pour aider les Français à gagner du pouvoir d'achat n'est pas si éloignée que cela. Vous aussi, vous voulez bloquer les prix de l'énergie et du carburant. Vous allez plus loin. Vous voulez bloquer le prix des produits de première nécessité. Quelle est la liste? Avez-vous la liste de ces produits? Combien y en a-t-il? D'abord, je veux vous dire qu'elle est très différente en vérité. Sur le blocage de l'énergie? Ça, c'est sûr. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que M. Bardella a voulu se présenter tout à l'heure comme le futur Premier ministre du pouvoir d'achat. La vérité, c'est que petit à petit, il a abandonné ces 10 derniers jours l'ensemble des mesures qu'il y avait dans son programme pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat. Lesquelles? Et en vérité, quand M. Bardella évoque la possibilité de baisser la TVA sur l'énergie ou les carburants, c'est une expérience qu'on a déjà faite en France. C'était sous M. Sarkozy et c'était sur la restauration. Et en vérité, la baisse de la TVA s'est avérée complètement inefficace. Cette baisse n'a pas été répercutée pour les consommateurs et elle s'est révélée extrêmement coûteuse pour le budget de l'État. En vérité, la proposition que nous faisons, c'est une mesure de blocage des prix. Quelle est la différence? La différence, c'est que ce n'est pas au budget de l'État de venir alimenter des profits gigantesques qui ont été réalisés ces dernières années par les industriels de l'agroalimentaire, par les énergéticiens. Et donc, c'est eux qu'il faut mettre à contribution. La mesure de blocage des prix, elle s'appuie sur l'énergie, elle s'applique sur l'énergie, elle s'applique sur les carburants et sur un panier de produits de première nécessité. Que vous avez déterminé? À l'image, pour vous donner un exemple, à l'image par exemple de ce qui se fait aujourd'hui déjà en France sur l'île de la Réunion, où il y a environ 150 produits alimentaires qui sont indispensables à la vie quotidienne, qui voient leur prix chaque année bloqué. On peut le faire sur l'île de la Réunion. Monsieur Attal et le gouvernement a réussi à le faire pendant la crise sanitaire sur le gel hydroalcoolique, par exemple. Il faut le faire immédiatement pour que les Françaises et les Français retrouvent du pouvoir d'achat et de l'oxygène dès le mois de juillet. Gabriel Attal, le blocage des prix ou la baisse de la TVA, c'est pas du tout ce que vous avez choisi de faire jusqu'à présent et pas du tout ce que vous envisagez de faire. Mais manifestement, les Français trouvent que vous n'en avez pas fait assez. Quelles sont vos propositions? C'est le message très clair qu'ils nous ont envoyé et c'est le message qu'ils me passent à chaque fois que je vais à leur rencontre. Derrière ce mot pouvoir d'achat, il y a la dignité des Français.
ce qui reste à la fin du mois, une fois qu'on a payé toutes les factures et qu'il reste encore des choses à payer. Vous savez, moi, je pourrais faire comme mes concurrents, c'est-à-dire expliquer aux Français qu'on pourrait tout faire. Qu'on pourrait baisser, voire supprimer tous les taux de TVA, qu'on pourrait augmenter toutes les dépenses, qu'on pourrait baisser ou supprimer certains impôts, qu'on pourrait passer le SMIC à 1 600, 1 700, 1 800, pourquoi pas 2 000 euros. La différence entre mes concurrents et moi, c'est que je suis Premier ministre et que je n'ai pas envie de mentir aux Français. Je n'ai pas envie de leur faire croire à la Lune. Je n'ai pas envie de leur faire croire que tout pourrait par magie être financé. Moi, je propose un plan qui est sérieux et crédible, avec un paquet pouvoir d'achat dès cet été qui a 2 axes, gagner plus et dépenser moins. Gagner plus, ça veut dire que désormais, il y aura une règle d'or pour revaloriser chaque année les retraites avec l'inflation, comme on l'a fait en janvier dernier, de 5% environ. Gagner plus, ça veut dire libérer les augmentations de salaire. Depuis 2003. Libérer, vous savez qu'il y a beaucoup d'années où ça n'a pas été revalorisé. Oui, mais c'est dans On la va loi parler depuis des salaires 2003. dans Je ne vous ai pas un interrompu instant, si je peux mais m'exprimer. Libérer les augmentations de salaire. Aujourd'hui, pour un employeur, augmenter de 100 euros un salarié qui est au SMIC, ça lui coûte presque 500 euros parce que les charges augmentent très vite. On propose de revoir ce système d'allègement de charges pour faciliter les augmentations de salaire. Gagner plus, ça veut dire élargir la prime de pouvoir d'achat qui a été versée l'an dernier à 6 millions de salariés et qu'on souhaite continuer à déployer. Et dépenser moins, ça veut dire une baisse sur la facture d'électricité de 15% dès l'hiver prochain. Ça veut dire une mesure nouvelle, notamment pour les jeunes couples, ou moins jeunes couples, mais en tout cas qui veulent acheter leur premier logement, avec une exonération de frais de notaire qui sera compensée au département. Tout ça, c'est financé, c'est sérieux et c'est crédible. Mais et pourquoi je le redis pas de ici, baisse de TVA ou de blocage des prix? mais la baisse de la TVA, ça a été essayé dans certains secteurs. Comme à la différence de Manuel Bompard, je ne dirais pas que ça a été fait pour rien dans la restauration. Parce que ça a permis à nos restaurateurs d'assumer un certain nombre de Ça n'a charges. pas fait baisser les prix. Ça n'a pas pour les fait baisser clients. les prix, Voilà. mais ça a permis à nos restaurateurs, Pas comparer le évidemment, carburant avec la restauration. ça a permis à nos restaurateurs d'assumer un certain nombre de charges, de pouvoir augmenter leurs salariés, de pouvoir investir pour leur restaurant. Mais là, avec la baisse de la TVA sur l'essence, ce n'est pas des marges des restaurateurs qu'on va gonfler. C'est les marges de Total, de Shell. Donc vous n'êtes pas des capable grands de faire distributeurs. appliquer la loi, c'est un aveu qui est extrêmement Non, intéressant, un peu comme par ailleurs, sur je vais vous Egalim, dire, incapable de la faire à chaque fois, appliquer. Jordan Bardella explique qu'il va baisser par magie tous les taux de TVA. Il ne dit jamais comment il le financerait. Bah, je vais Parce vous que la répondre. réalité, Je vais vous répondre. c'est que ce qu'il vous donnerait soi-disant d'une main, il vous le reprendrait de l'autre. Et donc on se retrouverait dans une situation où Total, Shell verraient leur marge augmenter parce qu'on baisse la TVA. Et en même temps, pour financer cette perte, il faudrait aller chercher dans la poche des Français en Il faut augmentant leur réduire leur des marge. impôts. Vous êtes C'est d'accord, extrêmement intéressant parce qu'on a là un Premier ministre qui s'apprête à quitter le pouvoir dans moins de 15 jours et qui vient nous dire en fait que l'État dont il est responsable est incapable de faire appliquer la loi. Je vais vous dire, la baisse de la TVA, ça a été mis en œuvre dans beaucoup de pays européens. La Pologne a diminué son taux de TVA à 8,5% sur le carburant. Ça a permis immédiatement de rendre du pouvoir d'achat aux automobilistes polonais. Ça a fonctionné. L'Espagne Comment vous le financez a supprimé la TVA sur les produits de première nécessité. On a rendu du pouvoir d'achat. L'Allemagne Ça n'a eu aucun a baissé impact. la TVA sur l'énergie. L'Allemagne a rendu du pouvoir d'achat. L'État doit eu faire aucun appliquer impact la sur loi. les Vous savez factures. que le carburant, est Comment utilisé. vous financez? Je vais vous répondre. Est Allez-y. utilisé comme un produit d'appel, ce qui en fait donc un bien très différent de la restauration. J'aimerais, Monsieur Bompard, que vous expliquiez aux Français comment, de manière quasi magique, vous allez bloquer les prix, peut-être sur Comme ça existe des déjà, semaines, monsieur des mois, Bardella, et mais pendant vous le combien savez de temps peut-être pas. D'accord. Bon. De manière temporaire, c'est un On en décret, c'est un discutera. article du Code du commerce. Combien ça j'entends- coûte, le faire combien pendant ça 6 coûte et mois. comment vous financez? Pardon, quand j'entends, deuxièmement, Monsieur Attal, je vais me permettre de vous répondre, nous donner des leçons de sérieux budgétaire, alors que vous avez aujourd'hui la dette la plus importante en valeur de la zone euro, que vous avez créé un déficit public de plus de 5,4%, ce sont les estimations du Fonds monétaire international, et que la Commission européenne, au moment où nous nous parlons, vient d'ouvrir une procédure pour déficit qu'on aurait dû Jordan excessif. Bardella, Donc, Jordan la Bardella. différence, je vais vous Qu'est-ce qu'on aurait dû répondre. ne pas On dépenser? reviendra dans un instant sur la dette, ne vous inquiétez pas. Juste, combien coûterait l'abaissement de la TVA à Je vais vous 5,5 répondre. sur le carburant et l'énergie? répondre. Je vais La vous répondre, différence- vous répondez pas. Entre Monsieur Attal et moi, c'est que moi, je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. Donc, cette baisse de la C'est normal, vous TVA, le prenez aux Français. qui coûte 12 milliards d'euros sur une année pleine, Certains disaient 7 17 milliards. sur une année pleine, 12 milliards d'euros sur une année Non. pleine, 7 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année 2024. C'est un choix budgétaire que j'assume, qui est financé. Je supprime un certain nombre d'avantages fiscaux et notamment la niche sur les armateurs que vous accordez à de très grosses entreprises qui font des profits records parce que je considère que nous sommes dans une situation Ça, c'est 2 milliards, d'urgence monsieur sociale. Bardella. Il en manque 10. Je vais récupérer les super profits que vous avez échoué à récupérer, et notamment des énergéticiens. Il y a plus de 2 milliards Et d'euros bloquer les à aller prix, alors. récupérer. Troisièmement, je baisse la contribution
de la France au budget de l'Union européenne. Parce que vous demandez à tout le monde de faire des efforts. Vous serrez la ceinture de nos compatriotes, vous serrez la ceinture de l'État et des collectivités de 2 milliards. Et dans le même temps, vous alimentez le puissant fonds de l'Union européenne qui, avec notre argent, va par exemple financer le réseau d'eau à Gaza, alors que nous avons en Outre-mer et notamment à Mayotte des milliers de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, gouverner, c'est choisir. Et au regard, j'en termine, si vous me le permettez, je rétablirai l'ordre dans le pays, dans les rues, mais aussi dans les comptes de la nation. Bon, 2 choses à dire. D'abord, je pense que les Français auront beaucoup de mal à croire Gabriel Attal, par exemple, quand il nous annonce qu'il va baisser le prix de l'électricité de 15% à la fin de l'année, alors qu'il y a 4 mois, il a pris la décision, lui seul, quand il est arrivé à Matignon, de l'augmenter de 10%. C'est-à-dire que les responsables politiques, qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, augmentent le prix de l'électricité, mais qui promettent pendant les campagnes électorales, qui promettent pendant les campagnes électorales de les baisser, je crois que pas grand monde ne les croit. Le problème, monsieur Attal, c'est votre bilan. Et votre bilan, il dit la vérité de la politique que vous voulez mettre en place. Vous êtes senti visé il y a quelques instants quand Monsieur le Premier ministre a dit que c'était une sorte de magie que d'augmenter le SMIC de 1 400 à 1 600 euros. Est-ce que vous êtes senti visé par cette accusation? Je vous confirme que c'est votre proposition. Je vous confirme que c'est notre proposition d'augmenter le SMIC de 1 400 à 1 600 euros. Je vais répondre à votre question. Un emploi sur 6 et je vous confirme, qui vont être supprimés. Et je vous confirme que M. Attal et ses parlementaires et M. Bardella et ses parlementaires ont voté contre à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez Attendez, mais laissez-moi terminer. Monsieur Attal, vous avez annoncé dans la presse des chiffres complètement farfelus de suppression de 500 000 emplois qui s'appuient sur aucune étude sérieuse tous les patrons sur de PME, le sujet. Les commerçants, les artisans qui nous regardent. La vérité aujourd'hui, c'est que les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Que depuis 5 ans, le salaire mensuel de base, le salaire des Français rapporté à l'inflation a baissé. Pardonnez-moi, monsieur, ce que vous dites est factuellement inexact. Le pouvoir d'achat des Français, en moyenne, c'est l'INSEE et la Banque de France qui nous disent, a augmenté de 26% ces 24 dernières années. C'est beaucoup plus que dans la zone euro. Je ne vous parle pas de ces 24 dernières années. Je vous dis, Gilles Boulot, que ces 3 dernières années... Non, il a baissé en 2013 et en 2022, uniquement 2 années dans ces 10 dernières années. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de la Banque de France. Monsieur Boulot, le salaire mensuel de base, ces 3 dernières années, a baissé. C'est-à-dire le salaire des Français rapporté à l'augmentation des prix. Les Français ont vu leur pouvoir d'achat baisser ces 3 dernières années. Vous pourrez vérifier ces chiffres si vous le voulez. Donc, vous pouvez peut-être répondre sur la peur des PME par rapport à l'augmentation du SMIC. Madame, l'économie française est tirée à 50% par la consommation populaire. Si vous augmentez le SMIC aujourd'hui, si vous augmentez, comme nous le proposons, le point d'indice des fonctionnaires de 10%, vous allez déclencher dans l'économie française un cercle vertueux. C'est-à-dire que les Françaises et les Français... Pourquoi vous ne mettez pas le SMIC à 3 000 euros si on suit cette logique? Monsieur Attal, les Françaises et les Français que vous devez... Laissez-moi terminer, vous allez voir. Que vous devez rencontrer comme moi dans cette campagne électorale, quand vous allez voir des commerçants, des artisans qui vous disent on a un problème. Les gens n'ont plus de moyens, n'ont plus d'argent pour consommer. Si vous donnez la possibilité de relancer la consommation populaire, c'est de l'argent qui est injecté immédiatement dans l'économie. Monsieur Attal, vous avez fait des choix différents. Vous avez gorgé, Monsieur Attal, les plus riches de ce pays. Mais quand vous donnez et quand vous faites des cadeaux aux plus riches de ce pays, comme vous l'avez fait, ils mettent cet argent sur des comptes d'épargne et cet argent ne vient pas alimenter l'économie réelle. Donc oui, il faut augmenter le SMIC et les salaires. Quant aux arguments sur le fait que ça va ruiner le pays, excusez-moi, à chaque fois qu'on a fait une augmentation du SMIC, on a utilisé les mêmes arguments. L'Espagne, en 2 tranches, a augmenté ces dernières années le SMIC de 30%. Ils ont créé 800 000 emplois, Ils étaient quand même largement... 800 000 emplois, Gabriel Attal. Ils n'en ont détruit aucun, ils en ont créé 800 000. Gabriel Attal, pour répondre à l'objection de Manuel Bompard, vous me le permettez, je vais recadrer la question. Vous ne voulez pas augmenter le SMIC, on l'a bien compris. Vous comptez sur une incitation auprès des entreprises qui auraient donc le droit, pour les salaires inférieurs à 2 500 euros par mois, c'est cela, éventuellement de bénéficier de réductions ou d'allègements de charges. Certaines entreprises ne le feront pas. Des centaines ou des millions de salariés n'en bénéficieront pas. D'abord, je veux répondre à Jordan Bardella. La mesure que vous proposez, ce n'est pas 12 milliards par an, c'est 17 milliards par an. Non, c'est 12. Vous savez combien rapporte la TVA sur les produits énergétiques chaque année? Allez-y, faites-nous un cours d'économie. Non, c'est pas un cours d'économie. Monsieur le Premier ministre, 1 000 milliards d'euros de dette. On est là pour voir vos paroles, mais juste quand on a un bilan comme ça... Je pensais que j'allais y arriver. Je vous ai parlé beaucoup quand vous êtes exprimé. Mais bon, c'est pas grave. La TVA sur les produits de l'énergie rapporte chaque année 23 milliards d'euros.
M. Bardella propose de la passer de 20% à 5,5%. Ça veut dire qu'on divise la TVA par 4. Ça veut dire 6 milliards d'euros de gains si on divise par 4. Et donc, il manque 17 milliards d'euros. Ça fait un delta de 5 milliards d'euros avec le chiffrage que vous venez de nous donner. C'est juste, par exemple, le budget du ministère de la Culture. Voilà. Donc, ce n'est pas neutre comme écart. Ensuite, vous avez parlé de la baisse de la TVA en Pologne. Elle a été temporaire. Ils l'ont remontée ensuite. Or, je ne vous entends pas dire que vous comptez remonter la TVA pour les Français. Vous nous dites TVA sur les produits de première nécessité en Espagne. Il a été démontré que ça n'a pas eu d'impact sur le pouvoir d'achat et sur la baisse des prix. C'est faux, monsieur Attal. Ensuite, pour répondre... Sur les salaires, peut-être, monsieur le Premier ministre, pour répondre à monsieur Bompard, j'échange tous les jours avec des artisans, des commerçants. J'étais encore en déplacement chez un coiffeur il n'y a pas longtemps. Ils vous le disent tous. Vous nous augmentez d'autorité le SMIC comme ça, de manière brutale, on sera obligé de licencier. Parce qu'en plus, ce n'est pas la seule proposition que vous faites, puisque vous proposez de revenir aussi sur les allègements de cotisations dont bénéficient les entreprises au niveau du SMIC. Ce qui veut dire que non seulement vous augmentez le SMIC, mais pour un patron, un commerçant, un artisan, avoir un salarié au SMIC, ça lui coûtera 500 € de plus, puisque vous revenez sur les allègements de charges. C'est une machine à détruire de l'emploi. On fait tous partie ici d'une génération qui a grandi en entendant dire que le chômage de masse, c'était une fatalité, qu'on décollerait jamais des 10% de chômage. On a déjà fait la moitié du chemin pour atteindre le plein emploi. On est à 7,5% de chômage. On peut atteindre le plein emploi. On peut arriver aux 5% de chômage à condition de permettre aux entreprises de continuer à recruter. Il y a 2 500 000 emplois qui ont été créés dans notre pays ces dernières années. Ça serait dommage de revenir dessus. Il faut accompagner les petites et les moyennes entreprises face à cette augmentation, c'est une évidence. Mais vous utilisez toujours... ça veut dire les accompagner avec des aides ciblées sur les petites et les moyennes entreprises. Donc vous qui dites toujours que vous êtes toutes les aides aux entreprises, vous leur augmentez le SMIC et en fait vous leur reversez de l'argent. Par exemple, je vous donne un exemple pour aider les petites et les moyennes entreprises. Vous faites en sorte qu'ils puissent avoir accès à des crédits à taux zéro. Parce que l'alimentation de la consommation populaire, c'est vrai que ça va prendre du temps. On va dire aux entreprises, on augmente les salaires de force, mais vous allez vous endetter pour financer les salaires. Regardez, c'est pas une usine à gaz. Les Français, au mois de juillet, ils vont voir leur SMIC augmenter à 1 600 € s'il y a une majorité du nouveau Front populaire. Les fonctionnaires, ils vont voir le point d'indice des fonctionnaires augmenter de 10%. Et vous me posiez la question sur les programmes. Le seul programme qui a été entièrement chiffré dans cette campagne, c'est le nôtre. Donc je ne vais pas prendre de leçons un mot de Jordan Bardella pour répondre et on va passer aux retraites. Vous mentez aux Français. C'est vous qui mentez. Et vous êtes une arnaque sociale. Vous avez abandonné l'ensemble de vos promesses. Pour une raison très simple. C'est vous qui avez menti. Jordan Bardella. Des mois. Et merci de nous faire cet aveu. Vous êtes en train de nous expliquer que, oui, effectivement, l'augmentation du SMIC va créer des difficultés chez certaines entreprises. Et dans le même temps, vous allez donc créer un fonds. J'ai vu que vous l'appelez le fonds de péréquation. Je ne sais pas trop comment vous allez le mettre en place, avec quelles normes, avec quelle paperasse. Mais donc, vous êtes conscient que vous allez donc mettre dans la difficulté une grande partie des patrons. Parce que pour une raison très simple, vous savez, vous avez un problème, je pense, avec le travail. Or, 90% des patrons de ce pays sont des patrons de petites et moyennes entreprises. Ce sont des artisans, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui se lèvent très tôt le matin, à 5h du matin, à 6h du matin, et qui parfois... Attendez. Ayez l'élégance. Finissez, Jordan Bardella. Et qui parfois gagnent beaucoup moins que leurs salariés. Si vous leur vendez l'augmentation du SMIC, c'est eux qui vont payer cette hausse de charge et beaucoup ne pourront pas la supporter. Ça va donc créer les conditions d'un chômage et d'une remontée du chômage. Moi, ce que je propose, c'est des solutions qui soient justes, qui soient réalistes et de ne pas mentir aux Français. Il faut prendre en compte le fait que les salaires sont trop bas dans notre pays et que tout augmente aujourd'hui. Toutes les factures augmentent, sauf les salaires. Donc, il faut permettre aux entreprises d'augmenter les salaires sans charge. Et moi, je leur propose ce deal gagnant-gagnant. Vous leur proposez rien. Vous allez inciter les entreprises. On va passer aux retraites. Il faut que nous avancions. Les retraites. Merci. Vous augmentez de 10% les salaires de vos salariés. Ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations patronales pendant une durée de 5 ans. Et ça, c'est pas du tout usine à gaz, ça, vous avez raison. Et ça, c'est un coup de pouce que je donne aux chefs d'entreprise. Monsieur Attal, sur la TVA, pardon. On va pas revenir sur la TVA. Quand on a fait un bouclier tarifaire de 70 milliards d'euros qui nous a conduits dans le rouge parce que vous n'avez pas voulu... Vous nous remettez en cause et vous dites qu'on aurait dû protéger les Français pendant le Covid, pendant la crise de l'inflation. Pardon, messieurs. Vous êtes jamais capable de nous dire qu'il aurait fallu faire différemment. Vous parlez d'abord tous en même temps et par ailleurs, il faut que nous avancions pour la clarté du débat. Je voudrais qu'on aborde un sujet avec Anne-Claire et avec vous-même qui a profondément divisé les Français pendant des semaines. C'est la réforme des retraites, le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans avec 43 annuités. Gabriel Attal, est-ce qu'en signe d'apaisement, si dans quelques semaines vous êtes encore ou à nouveau Premier ministre, vous abrogerez cette réforme ? Non. Et encore une fois, je ne vais pas faire comme mes contradicteurs ici qui
promettre tout avant les élections en espérant d'être élu. Ça serait le plus facile pour moi de promettre plein de choses, d'essayer de faire plaisir ici ou là pour gagner des élections. Mais moi, j'essaye de rester sérieux, crédible et de dire la vérité aux Français. En revanche, ce sur quoi je veux agir, c'est sur l'emploi des seniors. On doit continuer à agir massivement pour l'emploi des seniors. Je propose la mise en place d'un bonus-malus pour les entreprises sur les contrats courts, sur les entreprises qui licencient des seniors. Ça a déjà été lancé dans 7 secteurs d'activité. Ça fonctionne. Je propose de le généraliser. Je propose qu'on mette en œuvre l'index senior qui, hélas, avait été censuré par le Conseil constitutionnel, qui nous permettra de faire la transparence, comme on l'a fait sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, pour améliorer la rémunération. Je propose qu'un senior au chômage qui reprend un emploi moins bien rémunéré que l'emploi qu'il avait avant d'être au chômage puisse cumuler son nouveau salaire avec son allocation chômage pour que ça lui fasse le même salaire qu'avant et que ça lui remette le pied à l'étrier vers l'emploi. Je le dis ici, ceux qui vous promettent la lune, qui vous disent tous les deux qu'ils vous remettront la retraite à 60 ans, c'est un projet de 40 milliards d'euros qui n'est pas financé et qui nécessairement entraînera un matraquage fiscal sur les Français pour le financer. Mais justement, on va parler de vos projets. Jordan Bardella, Manuel Bompard, vous êtes d'accord sur une chose, c'est que vous abrogerez cette réforme si vous arrivez au pouvoir. On a préparé 2 profils de Français. L'un a commencé à travailler à 17 ans, carrière longue, l'autre à 24 ans, après des études. Sur le premier profil, vous êtes tous les deux d'accord pour qu'ils prennent leur retraite à 60 ans. Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans? Jordan Bardella, à quel âge part-il à la retraite et au bout de combien d'annuités? Je vais vous répondre, mais juste d'abord, pourquoi est-ce qu'on en vient à ce débat sur la réforme des retraites? La réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui a été mise en œuvre et très largement contestée dans le pays, est une réforme qui est injuste sur le plan social et surtout est une réforme qui est inefficace sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui 2 tiers des actifs de plus de 60 ans, de nos compatriotes qui ont plus de 60 ans, qui sont sans emploi. C'est-à-dire qu'ils sont donc soit en invalidité, soit au RSA, soit au chômage. Quand vous reportez l'âge de départ à la retraite dans l'état actuel du chômage de nos seniors et de l'état de non-activité de beaucoup de nos seniors, vous créez une augmentation de la dépense sociale qui a été chiffrée par le ministère de la Santé à 3,6 milliards d'euros, qui va évidemment venir peser sur les finances de l'État. Je sais que Gabriel Attal adore dépenser l'argent qu'il n'a pas, mais je pense qu'il faut revenir un peu à la raison budgétaire. Donc, que se passe-t-il pour ce Français qui est parti à 24 qui a commencé à travailler? Ma priorité, ce sera les carrières longues. Je souhaite dans un premier temps, si je deviens Premier ministre du pays, que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que j'estime que ce sont les gens qui ont des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons de travailler dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été et qui sont chauffés en hiver, qui sont des métiers difficiles. Par conséquent, je souhaite que dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal, 2 critères français, lié au modèle français, de 60 ans. C'est 1,6 milliard d'euros. Et je fais ce choix parce que je pense que c'est un choix de justice sociale. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Pour une raison très simple. Vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Mais quand vous avez commencé à travailler très tôt, j'estime que le choix budgétaire doit être fait. Pardon, mais juste, nous avons aujourd'hui un déficit public record, un déficit budgétaire sans précédent, et je m'apprête effectivement à hériter d'une situation, si les Français nous accordent leur confiance dans quelques jours, qui va m'amener à faire des choix, et je préfère prioriser les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Au-delà, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition. Pourtant, ça coûte 40 milliards d'euros. Non, ça ne coûte pas 40 milliards d'euros, monsieur Attal. Je viens de vous démontrer la réforme des retraites. Non, ça ne coûte pas 40 milliards, c'est faux. Et je viens de vous démontrer que la réforme que vous avez mise en œuvre, parce que nous avons aujourd'hui 2 tiers des actifs de plus de 60 ans qui est sans emploi, va évidemment aggraver les dépenses sociales. Donc votre réforme, elle est tellement inefficace sur le plan économique qu'on vous entend d'ores et déjà parler, et on vous a entendu parler pendant la réforme, d'une nouvelle révision à l'horizon 2027. Moi, je veux que les Français partent à la retraite en bonne santé. Parce que cette réforme était nécessaire, elle n'était pas populaire, ça c'est sûr. Mais je pense que être au gouvernement responsabilité, c'est aussi avoir le courage de prendre des réformes qui ne sont pas... Pourriez-vous laisser Manuel Bompard s'exprimer? Il n'a pas encore répondu sur les réformes. Je vais essayer d'être plus clair que vous, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris sur la retraite. En matière économique, ça sera difficile. Je crois que ça va être très simple. Répondre à M. Attal. Et vous allez voir, vous allez me laisser répondre et vous allez voir que le sujet, ce n'est pas la popularité ou non de la réforme.
C'est son inefficacité. Allez-y, Et moi, Manuel je Bompard, vais vous êtes très en Essayez de faire retard. comprendre votre réforme, on n'a rien compris sur pour le marché du l'instant. travail. Parce que C'est Manuel parfaitement clair. Bompard- Je pense que personne n'a rien compris à votre réforme. Manuel Vous avez Bompard. donné Vous êtes très en retard, vous ne vous êtes pas encore expliqué sur la retraite. sur le temps de parole. Allez-y. Mais les choses sont très simples. Nous allons, dans un premier temps, immédiatement, comme je l'ai dit dans mon introduction, abroger la réforme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans, et ensuite, avant 2027, déposer une proposition de loi pour ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Sur les deux exemples que vous avez Pour tout le monde. donnés, mais Monsieur Bardella, Non, il y a mais quelque... juste pour qu'on comprenne, Oui, vous m'accusez de ne pas être clair. Donc, oui, mais je vais vous comprendre. répondre parce que je crois que vous n'avez pas très bien compris comment fonctionne le système. Non, Vous mais il y a l'avez beaucoup dit de Français vous-même. qui n'ont pas compris. Laissez-moi terminer. Vous avez dit vous-même, il y a deux paramètres. Il y a un paramètre, c'est l'âge de départ à la retraite, et il y a un paramètre, c'est la durée de cotisation. Donc pour une personne qui a commencé à travailler à 17 ans, c'est l'exemple que vous avez pris, oui, bien évidemment, il doit pouvoir partir à 60 ans à taux plein, voire même avant s'il bénéficie de dispositifs d'aménagement, de carrière longue, etc. Pour une personne qui a commencé à travailler à 24 ans, il doit avoir la possibilité, bien sûr, À si taux l'âge plein- de à départ taux plein à la ou pas à retraite, taux plein ben non, bien évidemment, il Ah, doit pas avoir à la... taux plein. Ah, Non, Pas mais à taux plein. Attendez, il doit avoir la possibilité de partir à la retraite à 60 ans, mais il n'aura pas rempli l'ensemble de ses trimestres de cotisation, et donc il devra partir plus tard. Si on revient, comme je le souhaite, à 40 annuités de cotisation, c'est donc à 64 ans que cette personne devra partir à la retraite. Elle pourra partir avant, mais dans ce cas-là, elle ne D'accord. bénéficiera pas de sa retraite Donc, complète. comme dans le régime actuel de la réforme d'avril 2023. Non, pas du tout. Ah si, 64 ans, c'est la même chose. Non, mais attendez, dans le système actuel, vous ne pouvez pas partir avant. Si, vous pouvez partir avec une décote, comme dans votre système à vous. Non, mais il y a un âge de départ à la retraite, Monsieur Boulot, et vous ne pouvez pas partir en dessous de cet âge de départ à la retraite. Moi, je propose précisément de ramener cet âge de départ à la retraite à 60 ans. C'est simple, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'inventer l'usine à 24 gaz ans, vous partez à quel âge, du coup dont parle Monsieur Bardella. plein. Il y a déjà quelque chose qui s'appelle la durée de cotisation, qui fait que si vous avez commencé à travailler plus tard, Mais à 24 si vous ans, vous voulez partez à avoir quel une âge, carrière du coup complète, vous allez donc devoir travailler un petit peu plus longtemps. Et donc à 24 ans, parce que moi je vous ai répondu. D'ailleurs, Mme Coudray, pardon de crois vous que je vous ai reprendre, répondu mais très simplement, vous très m'avez clairement, dit je à crois que tout le monde a 24 ans, avec moi, on part plus tard que dans la réforme actuelle. C'est faux. Aujourd'hui, à 24 ans, vous partez à 67 ans, donc tout le monde est gagnant dans mon système. Mais vous commencez à travailler plus tard, c'est normal que vous d'assumer Si qu'il y avait vous des êtes une perdants. femme et que vous avez des enfants, c'est pas le cas. Mais vous voulez répondre à Jordan Bardella? Non, À 20 moi je veux juste la question. mais Monsieur je vous Bompard, ai à répondu. 24 ans, on part à quel âge? Mais je vous ai répondu, 60 ans, et si on revient à 40 annuités, comme je le souhaite, ça fait donc partir à 64 ans si on veut une retraite complète, et on peut partir avant, mais dans ce cas-là, on ne bénéficiera pas d'une retraite Donc complète. Très C'est bien. assez simple, Gabriel c'est Attal, assez clair. une question. Ça ne me paraît pas très compliqué, c'est Une moins question compliqué tout que de ce que même. vous avez je crois expliqué. Le dernier rapport du corps dit que le système des retraites est déficitaire et il le sera jusqu'en 2070. Est-ce que vous, si vous restez au pouvoir, vous irez plus loin? Non. On ira plus loin pour l'emploi. Parce que je le rappelle ici, et personne n'en parle, notre système de retraite, il est par répartition. Ça veut dire que les pensions de nos retraités sont payées par les Français qui travaillent. Et je le dis en entendant ce débat entre vous deux, qui n'est pas tout à fait un débat, puisque vous êtes assez proches finalement dans ce que vous proposez. Pas du tout. Il y a deux catégories de Français qui doivent être très inquiets. Pas seulement parce qu'ils comprennent probablement difficilement ce que vous dites, parce que Excusez-nous, monsieur le nous-mêmes, on professeur. ne comprend pas. Pas Non, votre- C'était assez clair. ils doivent vos être assez inquiets. compétences et votre Deux expertise. catégories de Français qui doivent être très existait inquiets. avant en France, Deux avant que vous catégories de passiez par Français, là, hein. je peux m'exprimer, qui doivent Oui, être vous très dites pas inquiets. des choses fausses. C'est nos retraités d'abord, parce que la réalité, c'est que ce que vous proposez, c'est une réforme qui nécessairement contribuera à une diminution de leur pension de retraite. Je le redis ici. Précisément l'inverse. C'est faux. Les retraites sont payées par les Français qui travaillent. Vous abaissez l'âge de départ à la retraite, ça veut dire qu'il y aura encore plus de retraités dont il faudra financer la pension et moins de personnes qui Deux tiers travaillent. des actifs Et donc sont ça veut sans dire emploi, qu'on doit monsieur Attal. diminuer les pensions de retraite. Et ensuite, c'est les actifs eux-mêmes. Ce que vous proposez, c'est une immense usine à décote. Et ce que vous proposez, c'est une réforme qui coûte soit 43 milliards d'euros, même si maintenant j'ai un doute parce Mais que ce n'était pas clair ce que vous vous avez les dit. sortez d'où, Mais quand vos on regarde chiffres? Vous votre les faites avec réforme, une calculette, une centaine de milliards d'euros Vous dites pour vous. n'importe quoi. Je regarde ce que vous L'Institut proposez. Montaigne a financé Qui à nécessairement se 32 milliards financera d'euros. par une baisse de Et pension l'Institut de nos Montaigne, qui n'est pas tout à retraités fait ou par une augmentation un des organisme de la cotisations France en des actifs. Pour vous, c'est pas 32 quelque chose de milliards, caché, monsieur puisque Attal. vous-même vous proposez 32 déjà des Pardonnez-moi. augmentations de cotisations pour les Français qui travaillent. Messieurs. Pour vous, en Non, revanche, mais, bon, c'est masqué et caché Oui, parce non, que non, pas du tout. nécessairement votre Vous qui êtes projet fâché avec les financerait- chiffres, monsieur Ok. Attal. mais- Pardonnez-moi. Monsieur Bardella, si vous repassez l'âge de départ à 60 ans, forcément, ça coûte de l'argent Ça et coûte- forcément, il faut le prendre ouais, quelque part. ça coûte 1 Soit milliard sur les 600 pensions. millions d'euros. Non, ça coûte pas 1 milliard Et 600 vous voyez, millions c'est le d'euros. montant de la gratuité des soins qu'on Et de offre aux toute façon, étrangers en je vais vous situation dire- irrégulière. je vais Donc, vous dire, pourquoi est-ce que pardon ces de faire des choix propositions- pour mes compatriotes. Pourquoi est-ce que ces propositions ne sont pas crédibles? Parce que regardez, M. Mais vous Bardella, croyez que vous êtes crédible, il travaille avec M. Ciotti, Si vous étiez qui était pour la crédible, on serait retraite pas à là. 65 ans. Donc M. Bardella, il dit qu'il faut mettre Pardon. 60 ans. M. Si vous Ciotti, étiez il dit qu'il faut crédible, on mettre serait pas là tous les 65 ans. trois. Il faudra probablement faire une moyenne entre les deux. M. Bompard, il est dans une alliance avec M. Hollande, le Parti socialiste, qui proposait pas Et le monsieur retour à Philippe 60 à ans.
67 ans. Avec monsieur Rousseau, qui a été l'artisan de la retraite à 64 ans et de la réforme portée l'année dernière par le gouvernement. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas crédible, je le dis ici. Aux Français retraités qui veulent conserver leur pension, ne prenez pas le risque d'avoir un système de retraite foutu en l'air, je le dis ici, par des réformes qui le mettraient en très grande difficulté financière. Aux Français qui travaillent, ne prenez pas le risque de voir vos cotisations salariales augmenter pour financer une réforme qui conduirait à les apposer. D'un mot, monsieur Bompard, juste d'un mot. Vous êtes malhonnête dans ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai précisément dit dans mon introduction qu'en plus de cette annulation de votre réforme, nous proposions de passer la retraite minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète, ce que vous n'avez pas voulu faire l'année dernière. Et nous proposons d'augmenter le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Donc ne faites pas croire, monsieur Attal, que notre proposition va baisser le pouvoir d'achat des retraités, c'est précisément l'inverse. Un mot à vous tous. Vous proposez de revenir. Attendez, vous proposez dans votre programme, j'ai été le regarder, comme j'espère beaucoup de Français. Non, parce que je peux vous donner des pistes de financement si vous voulez. Non, mais vous me voulez des pistes de financement. Non, ça tombe bien. Vous proposez de revenir sur les allègements de cotisations sur les heures supplémentaires. Il y a un ouvrier sur deux, un salarié sur deux qui fait aujourd'hui des heures supplémentaires. Vous proposez d'augmenter les charges sur leurs heures supplémentaires. Pardonnez-moi, messieurs, il y a pardonnez-moi, monsieur Bompard, il y a un point commun, sans doute un seul ce soir, qui vous réunit tous les trois. Depuis 10 ou 15 jours, vous avez annoncé des milliards ou des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires. Question très simple à tous les trois. Gabriel Attal, allez-vous, pour financer les dépenses que vous avez annoncées depuis 10 jours, augmenter les impôts des Français? Non, je propose, et je l'ai dit dès la présentation du programme, une règle d'or, pas d'augmentation d'impôts pour les Français. C'est clair, c'est dit, je le signe, il n'y aura pas, si les candidats Ensemble pour la République forment une majorité, d'augmentation des impôts des Français. Je rappelle que ces dernières années, même si ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller plus loin, on a supprimé la taxe d'habitation compensée aux collectivités locales, supprimé la redevance audiovisuelle que payaient les Français auparavant. Vous avez tous les deux voté contre à l'époque, en tout cas vos partis. Aucun de vous ne propose de rétablir ces taxes qui montrent que finalement, on ne devait pas avoir totalement tort de les supprimer, même si à l'époque, vous vous êtes opposé à cette suppression. On continuera à ne pas augmenter les impôts des Français. On veut même prendre des mesures. J'ai donné un exemple tout à l'heure sur l'achat d'un logement pour diminuer la fiscalité. Je pourrais prendre aussi l'exemple des donations et des successions. Manuel Bompard, vous, j'ose à peine vous demander si vous allez augmenter les impôts, parce que vous êtes très clair sur ce sujet. Vous allez massivement les augmenter, passant de 5 tranches à 14 tranches. En tout cas, massivement les augmenter pour les plus riches. Ah mais oui, mais c'est pas du tout la même chose. Allez-y, détaillez. Monsieur Attal, en permanence, dit il ne faut pas augmenter les impôts, il ne faut pas augmenter les impôts. Mais le sujet, la question qui nous est posée, c'est qui doit payer plus et qui doit payer moins. Donnez-nous les niveaux. Je vais vous répondre de manière très simple. Dans la proposition politique que nous formulons, d'abord, je veux préciser que c'est la seule qui a été chiffrée dans son intégralité. On a présenté un chiffrage précis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec. 150 milliards d'euros. Au bout de 2 ans. Au bout de 3 ans, pardon. Et 25 milliards d'euros pour les mesures d'urgence. 50 milliards d'impôts de cet été. Oui, bien sûr. Mais non, 25 milliards, je vous ai évoqué. Mais alors, les impôts. Vous n'avez même pas consulté nos propositions, donc vous êtes mal placé pour en parler. Et je vais vous dire franchement, vous êtes mal placé pour donner des leçons d'économie, vu votre bilan sur ce sujet, puisque vous avez appauvri... Attendez, laissez-moi terminer. Vous avez appauvri le budget de l'État depuis 2017. Fallait pas faire le chômage partiel pour permettre aux gens de garder leur emploi. Aux plus riches, et vous vous êtes assis sur 50 milliards de recettes par an pour le budget de l'État. L'impôt sur le revenu. Je réponds à votre question maintenant. Nous voulons faire davantage de tranches pour qu'il y ait davantage de progressivité. Le résultat, il est très simple à comprendre pour les Françaises et les Français. 92% d'entre eux, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € net par mois, paieront moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Et oui, il y aura davantage d'impôts pour les 8%, et en particulier pour les 1% les plus riches, et en particulier pour les 0,1% des plus riches, qui aujourd'hui payent moins d'impôts proportionnellement que les classes moyennes. Juste un mot, Manuel Bompard. Cette situation, elle n'est pas normale. Manuel Bompard. Je peux poser une question. Non, vous parlez de l'impôt sur le revenu, mais quid de la CSG? La CSG quid des cotisations? Je vous parle des deux. Là, CSG progressif, c'est à partir de combien l'augmentation du taux? Monsieur Attal, à partir de quel niveau de salaire vous augmentez le taux de CSG? Monsieur Attal, je vous ai donné un chiffre sur les 92% des sur l'impôt sur le revenu. Non, impôt sur le revenu et progressivité de la CSG. C'est le chiffrage de notre programme. Mais je crois vraiment que vous n'avez pas bien travaillé. Manuel Bompard, vous avez fait cette proposition de CSG progressive. Ça augmente à partir de 2200 € de revenus. Je vous ai répondu précisément. Vos amendements sont publics, ils sont disponibles. Les deux vont ensemble. Il y a un an, vous avez proposé cette augmentation de la CSG. Ah, donc vous dites, d'accord, vous dites, on va vous augmenter votre CSG quand vous travaillez, donc vous aurez moins de salaire, mais en même temps, on va vous baisser votre impôt sur le revenu. Je vous dis une chose simple, cherchez pas à l'embrouiller, elle est très simple. 92% des Français paieront moins ou autant d'impôts. Manuel Bompard, les chiffres officiels que vous connaissez sont ceux-ci.
Aujourd'hui, les 10% des Français les plus riches payent 75% de l'impôt sur le revenu. Vous nous dites ce soir, ce n'est pas suffisant, ils doivent en payer plus. Non, Combien ? 90% d'impôt sur le revenu ? 80% ? Monsieur Boulot, si vous voulez aller en précision sur notre proposition, vous devez donner le même chiffre que vous venez de donner pour les 1%. Les plus 1% riches. payent 50% de l'impôt sur Et le ensuite, revenu. donc vous voyez, ils payent moins que les 10%. Les Non, plus riches. 1% des Français payent 50% de l'impôt sur le Non, revenu. je vous parle C'est en pas suffisant, proportion. 10%. Non, mais d'accord, mais je vous parle en proportion de leurs revenus. En proportion de leurs revenus aujourd'hui en France, les 0,1% des plus riches payent moins d'impôts que les 10% des plus riches. Et ça, c'est un Jordan problème. Bardella. Donc je réponds à votre question, il faut davantage de progressivité, mais cette progressivité, elle doit se concentrer sur le très haut du spectre, c'est-à-dire sur les 0,1% des Français qui doivent, eux, mettre mis davantage à contribution. Jordan Bardella, Le vous avez CSG plus augmente à d'une minute 2200 de euros. retard. Non, Pardon. En Jordan réalité, Bardella. Monsieur Bompard, vous n'allez pas Répondez à la augmenter- question d'abord, si vous Vous voulez n'allez pas bien. Est-ce augmenter- que vous augmentez les impôts ou pas? Je vais vous répondre. c'est Non, une je question n'augmenterai que- pas les impôts et je serai le Premier ministre de la paix fiscale. Est-ce que vous Lorsque allez les supprimer monsieur- pour les moins de 30 ans? Je vais répondre. Comme vous Lorsque l'avez- Monsieur Ah, il a Bompard abandonné ça aussi. nous Moi, explique je l'ai qu'il vu dans va votre programme. augmenter la fiscalité sur les riches, en fait, vous allez augmenter la fiscalité et vous allez alourdir le fardeau fiscal sur nos compatriotes les plus modestes et sur la France qui travaille. Parce que lorsque vous voulez augmenter la fiscalité sur la participation, lorsque vous voulez augmenter la fiscalité sur l'épargne salariale, lorsque vous voulez augmenter la fiscalité sur les heures supplémentaires, les Français qui nous écoutent doivent se rendre compte du danger qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Si demain, la coalition conduite par M. Bompard remporte ces élections législatives, ce sont les Français qui travaillent Ça et peut par arranger définition pour les rien. Français les plus modestes et les plus précaires Ah oui, ils verront qui leur seront salaire augmenter, directement vous verrez. fragilisés. Ah Parce bah, qu'avec ce sera votre précisément blocage l'inverse. des loyers, vous allez créer une raréfaction de l'offre immobilière qui va aussi fragiliser la France du travail. Avec le blocage des prix, vous allez directement créer des pénuries et fragiliser Ah. nos compatriotes les plus Faites attention, modestes. c'est Pour les être arguments de juste, Monsieur Attal d'habitude. pour ça, être juste, il faut être réaliste, Monsieur Bompard. Par conséquent, moi, je serai le Premier ministre de la paix fiscale. Je n'entends pas augmenter les impôts, mais j'entends en revanche décréter et mettre en œuvre, dès les premiers mois de mon action à Matignon, un audit sur les comptes de l'État pour comprendre, pour que les Français puissent comprendre aujourd'hui l'ampleur de la faillite de gens qui, au pouvoir, ont maquillé les comptes de l'État. Mais les moins de Je vous 30 ans rappelle- paieront des je impôts vous ou rappelle, pas avec notre vous au ambition, pouvoir c'est Comprends pas, de garder en France nos jeunes talents. Il n'y a pas que l'immigration qui me préoccupe, il y a aussi l'émigration et le départ de jeunes talentueux, de jeunes diplômés qui ne trouvent plus le cadre pour vivre et travailler au pays. Et je souhaite que d'ici à la fin de mon action à Matignon, on puisse exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui paient l'impôt sur le revenu, mais je veux que nos talents, que nos cerveaux, Et à vous, que nos ça veut dire que élites vous allez vous auto-exonérer puissent d'impôts. être... Pardon ? Ça veut dire que vous allez vous auto-exonérer d'impôts, vous avez Non, moins mais de 30 je ans. vais- je vais Non, vous je faire vais vous une dire révélation. pourquoi est-ce que je Non, dis mais ça. je vais Pourquoi vous est-ce que faire je une dis ça, révélation. Jordan Bardella? Vous n'avez pas seulement maquillé... Pourquoi est-ce que je dis Non, ça, je Jordan vais vous faire une Bardella? Je dis ça révélation, parce que je trouve cette Je vais vous faire une proposition, révélation. je trouve cette proposition Soyez pas totalement, simplement- totalement hors Non, sol. vous n'avez pas sim- Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 Vous ans n'avez pas- paierait des impôts et un Vous permettez que consultant je vous ou un réponde trader de 29 ans arrêterait de payer Monsieur des le impôts? professeur, permettez-moi, je vous réponds. Non, Vous je n'avez vous pas pose des questions, c'est simplement... pas une question de professeur. Je ne comprends pas cette proposition n'avez pas- que vous ne chiffrez pas par ailleurs. Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans devrait payer des impôts mais un trader de 29 ans ne devrait pas payer des impôts? Pourquoi est-ce que vous prenez une Vous règle n'avez- comme ça, générale pour tous les moins de 30 ans? Si on vous écoute, Kylian Mbappé a eu raison de partir, non, ou a eu tort plutôt de partir à Madrid, il aurait plutôt dû rester, puisqu'avec vous, il aurait été exonéré Vous d'impôts. n'avez pas Ça n'a simplement... pas de sens. Oui, mais moi, oui, vous La prenez justice toujours fiscale, l'exception. Non, la mais- justice fiscale, c'est qu'on paye Monsieur en Attal. fonction de ses revenus. Non, C'est Monsieur pas qu'on Attal, paye en pardon, fonction de son si âge. vous permettez que je vous réponde. Moi, je suis très inquiet Prenez mon programme. de voir monsieur que Attal, chaque alors. année, on ait 200 000 de nos jeunes qui soient contraints de quitter le pays. Et moi, je veux que demain, nos ingénieurs, nos talents de l'intelligence artificielle, dans le cadre de l'économie Quand de la certains connaissance, partent, je crois pas que nos c'est à cause futurs de l'impôt sur le travailleurs revenu. puissent avoir en pense que France c'est une le erreur de cadre considérer favorable ça. qui leur permette de vivre et de travailler au pays. Donc, j'assume ce choix budgétaire. J'assume évidemment de décréter la paix fiscale et je ferai un audit dans les comptes de l'État parce que nous avons aujourd'hui, avec M. Attal, le niveau, tous les pays de l'OCDE, de tous les pays développés, le niveau de prélèvement obligatoire qui est l'un des plus élevés. Les Français paient toujours plus d'impôts et ils ont de moins en moins de services publics. Alors, vous Donc les étiez gens en qui nous retard, vous regardent avez ce pris de soir, l'avance. Pas augmenter les les impôts, gens Jordan qui nous Bardella. regardent ce Merci. soir Merci se de terminer. demandent où passe leur argent. Et je souhaite que dans le cadre de cet audit,
on puisse faire la lumière sur la dégradation sans précédent des comptes publics. Je vous rappelle qu'il y a des députés en commission des finances qui n'ont pas eu accès à certaines informations et que le gouvernement a été accusé, y compris par la presse, de faire de la rétention de l'information. Donc, Monsieur Attal, franchement, soyez humble aujourd'hui, parce que si on est là ce soir, réunis tous les trois à discuter, c'est parce que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale et a tenu compte aussi du désaveu qui vous a été infligé lors des élections européennes. Donc, de la modestie sur la situation budgétaire du pays. Donc, juste d'abord pour résumer, Jordan Bardella nous propose un monde où on ne paye pas d'impôts jusqu'à 30 ans et on arrête de travailler à 60 ans, où en même temps on baisse les taxes et on augmente les dépenses. Qui paye dans votre modèle où on ne paye pas d'impôts jusqu'à 30 ans et on arrête de bosser à 60 ans et où en même temps on baisse toutes les taxes? La réalité, c'est que ceux qui ont entre 30 et 60 ans et qui bossent aujourd'hui devraient avoir très peur en vous entendant, parce que c'est nécessairement sur eux que se mettrait la pression et qu'augmenterait les impôts. Est-ce que vous avez maquillé les comptes? Bien sûr que non. Je vais dire à Jordan Bardella qu'il n'a pas besoin de demander un audit. Il y a le rapport annuel de la Cour des comptes qui vient de sortir. Je peux vous l'envoyer. Ça vous fera gagner du temps. Et je peux vous dire que le temps à Matignon, il est précieux. Il y a 50 décisions à prendre par jour. Vous n'avez pas besoin d'un audit pour aller savoir la situation des finances publiques. Et Jordan Bardella ne dit jamais ce qu'on aurait dû ne pas dépenser ces dernières années. Oui, il y a eu de la dette, je vous le confirme. Il y a eu des crises, la crise du Covid, les vaccins gratuits, le chômage partiel, les aides aux entreprises, la crise de l'inflation. On a fait le bouclier tarifaire, oui, dont les 2 tiers sont liés aux crises. Parce que vous avez refusé de remettre en cause les règles du marché européen de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, la France est privée de son avantage comparatif et que le prix des factures des Français est décidé par l'Allemagne. Donc, effectivement, nous allons ramener le pays à la réserve budgétaire. Le chômage partiel. Manuel Bompard. Non. Monsieur Bompard, vous avez du retard. Vous avez du retard sur les comptes de la France et sur les impôts, c'est à vous. Je vais prendre la parole. D'abord, je vais dire, puisque M. Attal vient de poser une question, oui, bien sûr. Il y a notamment, vous avez notamment renoncé à un certain nombre de recettes ces dernières années. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Même les agences de notation vous disent qu'aujourd'hui, les problèmes de déficit sont dus au fait qu'on a baissé les recettes de l'État. Et on a baissé les recettes de l'État pour quelle raison, monsieur? Parce que vous avez fait un certain nombre de cadeaux qui ont profité aux grandes fortunes de ce pays, aux multinationales de ce pays. Et aujourd'hui, vous arrivez devant les Françaises et les Français et vous leur dites on a fait des cadeaux et maintenant, c'est à vous de payer la facture. C'est à vous de payer la facture de ces cadeaux. Donc ça, c'est le résultat de votre politique. Et je crois que les gens l'ont bien vu. Quant à monsieur Bardella qui essaye de se faire le défenseur des classes populaires ou des classes moyennes, vous n'avez pas chiffré votre programme et vous faites cette histoire d'audit parce que ça vous permet finalement de dire peut-être qu'on fera tout. L'ensemble des propositions qui sont là, puisque vous les conditionnez à un audit des finances publiques. Attendez, laissez-moi terminer, vous allez voir. Mais par contre, il y a des économistes qui l'ont fait à votre place aujourd'hui, qui ont chiffré votre programme. Et qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, laissez-moi terminer. Peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vais dire. Mais il y a des économistes qui ont décidé de chiffrer votre programme aujourd'hui. 2 économistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que votre programme, il conduirait à l'enrichissement des 10% les plus riches au détriment des 30% les plus pauvres. La vérité, c'est que vous allez organiser une captation des ressources et des moyens des 30% les plus pauvres pour les reverser aux 10% les plus riches. Et depuis le début de ce débat, Monsieur Bardella, que ce soit sur la question des prix, que ce soit sur la question de la fiscalité, il y a juste des gens à qui vous ne voulez pas toucher. C'est les grandes fortunes de ce pays. C'est les milliardaires qui ont vu leur fortune décuplée de manière extraordinaire ces dernières années. C'est les actionnaires du CAC 40 qui ont reçu des dividendes records l'année dernière. C'est inclus dans le chiffrage de votre programme. Oui, et la vérité, c'est que vous ne savez même pas quel va être l'impact économique de votre programme. Je viens de vous l'apprendre sur ce plateau. Vous allez augmenter les impôts alors tout à l'heure. Nous sommes les gardiens du temps avec Anne-Claire. Et je voudrais qu'on passe à un autre chapitre par les économistes de la France insoumise. Un autre chapitre très important. Monsieur Bompard, j'en ai pas vu qui vous soutiennent le vote. Je voudrais qu'on parle d'environnement, d'avenir, de vous, de vos enfants et de vos petits-enfants. Et notamment des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne a décidé qu'en 2035, il serait interdit de vendre des voitures neuves à moteur thermique. C'est dans 11 ans. Manuel Bompard, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Mais moi, je suis favorable à ce qu'on agisse de manière beaucoup plus forte que ce qu'on a fait. À cette mesure, oui, mais précisément. d'accord, mais cette mesure, elle s'inscrit dans une globalité, si vous voulez bien. Donc, je suis favorable à ce qu'on fasse bien davantage que ce qu'on a fait ces dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat nous dit que la trajectoire sur laquelle est la France, c'est une trajectoire d'un réchauffement moyen à hauteur de 4 ou 5 degrés. Donc oui, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, je vous réponds, il faut réduire l'utilisation des voitures thermiques. Mais si on en reste à là, on ne va rien régler comme problème. Il faut aussi faire bien davantage, par exemple, dans la rénovation thermique des logements. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Attal? Après avoir fait, je le disais, des cadeaux aux plus riches, quand il a fallu
faire des coupes budgétaires cette année, 10 milliards d'euros. Quel est le premier budget qui a été impacté par ces coupes budgétaires, M. Attal? C'est le budget de la transition écologique. Et notamment il augmente de 8 milliards d'euros. Il augmente de 8 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Monsieur Attal, par rapport au budget tel que vous l'avez présenté à la fin de 2023, les coupes budgétaires transition que vous avez écologique annoncées... en 2024, c'est 8 milliards de plus qu'en 2023. Ne soyez pas malhonnête. Par rapport au budget... malhonnête, je vous dis les si chiffres. vous êtes malhonnête. Vous contestez que ça augmente de 8 milliards d'euros entre 2023 je ne suis pas en train de contester ça. Je dis que quand il a fallu faire des coupes... Quand il a fallu faire des coupes, est-ce que ce que je dis est faux? On a augmenté le budget de la transition écologique de 8 milliards d'euros entre 2023 et 2024, y compris sur la rénovation thermique. Quand il a fallu faire 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, c'est sur le budget de la transition écologique et en particulier sur la rénovation thermique des logements que vous êtes allé prendre de l'argent. Eh bien, je considère que face à l'urgence aujourd'hui climatique que nous avons devant nous, c'est une très mauvaise décision. Donc oui, j'assume de dire que dans notre programme économique, il y aura des dépenses significatives, très importantes, de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la transition écologique, parce que c'est le défi du siècle, et que ce défi du siècle, on ne pourra y répondre que par des investissements publics massifs. Il n'y a pas que moi qui le dis. Même M. Pisani-Ferry, qui avait chiffré votre programme présidentiel de M. Macron, dit qu'il faut faire bien davantage pour la transition écologique. Gabriel Attal, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer la diminution des gaz à effet de serre? Le défi climatique, c'est l'un des plus grands défis de notre génération. Depuis que j'ai été nommé à Matignon, je vais tous les mois avec nos concitoyens qui ont été sinistrés par les inondations terribles dans le Pas-de-Calais. Je vais à la rencontre de nos agriculteurs qui subissent la sécheresse, le gel, les canicules, les tempêtes, comme ça a été le cas dans l'ouest de la France. Oui, le défi climatique, il est majeur. Ces dernières années, on a baissé les émissions de CO2 de 20% dans notre pays. C'est inédit et historique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CITEPA indépendant qui l'a dit l'année dernière, c'est encore 6%, c'est 6 fois plus qu'en 2017, précisément parce qu'on investit pour accompagner les Français dans cette transition. Parce qu'on investit pour aider à la rénovation énergétique des logements. Et je propose avec les candidats Ensemble pour la République qu'on aille plus loin pour que les classes moyennes, qui bien souvent gagnent trop pour bénéficier des aides, pas assez pour s'en sortir toutes seules, puissent financer la rénovation énergétique ou thermique de leur logement. 300 000 rénovations que je propose à travers le fonds qui est dans le programme. Je propose un leasing social sur les véhicules électriques. On a lancé un leasing social sur les véhicules électriques cette année. Formidable succès, 50 000 personnes qui en ont bénéficié. J'explique, c'est un véhicule électrique à moins de 100 € par mois. Je souhaite qu'on double le nombre de véhicules concernés et qu'on le cible en priorité sur ceux qui prennent soin de nous, c'est-à-dire les aides-soignantes, les infirmières libérales qui doivent circuler en voiture, qu'elles puissent en priorité bénéficier de ce leasing social. Donc oui, il faut continuer à investir aussi pour décarboner notre industrie et non pas via la décroissance, comme vous le proposez, Monsieur Bompard, finalement, dans votre projet. Parce qu'avec vous, il y aurait moins d'émissions de CO2 parce qu'il y aurait moins d'agriculteurs, il y aurait moins d'usines, il y aurait moins d'emplois. Excusez-moi, c'est vous qui êtes en train de détruire l'agriculture. Et pas en renonçant, comme vous le proposez, Monsieur Bardella, pour l'instant, aux énergies renouvelables. Aux énergies renouvelables. Qu'à messieurs Attal et Bompard. En 2035, l'Union européenne nous demande, exige la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique. Vous êtes contre? Expliquez-nous pourquoi. Je suis opposé à cette mesure. Je l'ai combattue au Parlement européen parce que je pense que cet agenda, il n'est pas raisonnable. Aujourd'hui, les gens qui nous regardent ce soir, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et à régler leurs factures d'électricité, messieurs Attal et Bompard viennent leur expliquer qu'avec eux, on va obliger, dans les quelques années qui viennent, tous les Français à acheter, s'ils le souhaitent, des véhicules. C'est pour les voitures neuves. Des véhicules neufs, qui soient des véhicules, non même pas seulement hybrides, mais des véhicules électriques. On va donc se retrouver dans une société un peu à la cubaine, où en fait les classes populaires, les classes moyennes, je sais que c'est votre modèle, Monsieur Bompard, mais où les classes populaires, les classes moyennes ne pourront pas s'acheter des véhicules électriques parce que c'est trop cher. Le coût de réparation d'un véhicule électrique, c'est 30% de plus qu'un véhicule thermique. Et évidemment, il n'y a que ceux qui gagnent très bien leur vie qui pourront s'acheter un véhicule électrique. Donc mais ça désorganise aussi. Quelle est votre mesure phare pour baisser les gaz à effet de serre? Ça désorganise aussi la filière automobile et plusieurs industriels ont évidemment tiré la sonnette d'alarme. Deux choses. Ils nous disent de maintenir la trajectoire précisément parce que ça les désorganiserait de revenir sur une décision qui est européenne. 50% des émissions françaises et un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne est lié à nos importations. Par conséquent, si on veut faire du bien à la planète, si on veut faire du bien à l'environnement, et je vous rejoins, Monsieur Attal, le défi climatique est peut-être l'un des défis les plus fondamentaux de notre génération et du temps qui vient. Et vous avez raison de rappeler que la gestion stratégique de l'eau
pose des enjeux très concrets aujourd'hui pour nos agriculteurs qui doivent être accompagnés. Moi, je pense qu'il faut déverrouiller aujourd'hui toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance pour nos entreprises. Je veux refaire de la France un pays de producteurs. Je veux qu'on réindustrialise. Je veux qu'on relocalise. Je veux qu'on simplifie notre économie. Je veux qu'on développe le circuit court par le patriotisme économique pour créer les conditions d'une diminution de l'empreinte carbone de la France sur la planète et de celle de l'Union européenne. Et puis deuxièmement, moi l'ambition que je porte, c'est celle de refaire de la France un paradis énergétique. On a eu du général de Gaulle au président Sarkozy un atout incontesté, incontestable, transpartisan qui s'appelait le nucléaire. Emmanuel Macron a affaibli cette filière nucléaire en fermant Fessenheim, en promulguant On a lancé la construction de 14 réacteurs. En 14 2018, une loi qui prévoyait à l'horizon 2030 la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. Vous-même d'ailleurs, je vous ai rappelé cette citation que vous aviez eue lors d'un précédent échange, vous félicitiez de la fermeture de centrales nucléaires. Donc, juste si je peux finir. Je vous en prie. Et alors, monsieur Bompard, alors lui, c'est la fin du nucléaire, c'est fini. D'ailleurs, je serais curieux de connaître votre position parce qu'il y a des gens chez vous qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Moi, je défends le nucléaire. Et le nucléaire, pardon, j'en termine, c'est ce qui permet précisément à la France d'avoir une énergie pas chère. C'est bon pour l'environnement parce que c'est décarboné et c'est surtout bon pour les factures et pour nos entreprises. Et moi, je pense aussi à ceux qui créent, à ceux qui innovent et à ceux qui vont relancer l'économie cadrer le française. débat, on verra après ce que le nouveau Front populaire décide sur le nucléaire. Sur le nucléaire, on n'a pas bien Votre compris, position mais... personnelle, monsieur Bompard, vous l'avez écrit à de multiples reprises, le nucléaire est dangereux. Non, mais d'abord, Faut-il l'arrêter? D'abord, je vais dire que dans ce débat, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que la vérité, c'est que si vous voulez être à la hauteur du changement climatique, vous devez réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, d'ici à 2035, d'ici à 2040. Donc avec le nucléaire. Attendez, monsieur Bardella, justement précisément l'inverse, puisque les temps de construction des 14 réacteurs nucléaires dont vous êtes en train de parler, c'est que la vérité, c'est qu'ils ne pourront rentrer en vigueur qu'après 2050. Mais c'est pas moi qui les ai fermés, monsieur Bompard. Non, mais je ne suis pas en train... C'est nous qui sommes en train de les construire et c'est 2035. Je vous dis juste que présenter la construction de nouveaux réacteurs nucléaires comme une solution à l'urgence climatique est tout simplement faux et inexact, puisque précisément les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il faut faire, il faut les faire dans un temps qui ne permet pas la construction de ces nouveaux Donc vous réacteurs êtes nucléaires. pour les énergies renouvelables à 100%? Donc je pense on que... ferme les centrales nucléaires, on les abandonne? Mais de toute façon, là, il n'y a pas de centrale nucléaire à fermer dans les 3 années qui viennent. Moi, vous y êtes opposé aux centrales nucléaires, à titre personnel, je vous donne ma position, mais je ne fuis pas le débat. Nous sommes dans une coalition, et dans cette coalition, il y a certaines personnes qui ne sont pas du même point de vue que moi. Et donc, comment on va faire? On va faire quelque chose que vous connaissez peut-être pas en bien. même temps, comme chez M. Non, Attal. justement, vous allez voir quelque chose que M. Attal ne connaît pas très bien. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. C'est-à-dire qu'il y aura une coalition, et puis il y a des sujets. Il y aura une loi sur l'énergie qui sera débattue à l'Assemblée nationale. Et c'est à l'Assemblée C'est nationale pas neutre de savoir si on est pour ou contre le nucléaire. Moi, j'ai répondu. On dit qu'on se présente Mais moi, j'ai répondu dans une alliance. Mais je sais que le débat parlementaire est quelque chose que vous avez du mal à considérer, puisque vous avez gouverné depuis des années à coup de 49.3 à répétition. Allez-y, Gabriel Attal. Sur le nucléaire, de manière très claire, oui, nous avons engagé un plan pour relancer le nucléaire avec 14 nouveaux réacteurs et les chantiers ont déjà démarré. En 2035, on aura des nouveaux réacteurs qui pourront rentrer. La décision de fermeture avait été prise avant 2017. Et qui pourront entrer en vigueur. La vraie différence, regardez, j'ai autour de moi Qu'est-ce que vous racontez? Une personne qui dit qu'il faut arrêter le nucléaire. En tout cas, dans le parti La France Insoumise dit il faut arrêter avec le nucléaire. Ma position personnelle, oui. Et une personne qui dit il faut arrêter avec les énergies renouvelables. La réalité, c'est que si on veut baisser nos émissions de CO2, si on veut être vraiment indépendant en matière d'énergie, arrêter avec les énergies renouvelables. J'ai dit qu'il faut arrêter avec les éoliennes. Vous avez là aussi changé d'avis? Non, j'ai dit qu'il fallait sécuriser les barrages hydroélectriques que vous souhaitez privatiser avec le soutien de la Commission européenne. Mais donc, attendez, vous êtes en train de changer d'avis à nouveau sur les éoliennes? Mais non, je viens de vous dire que les éoliennes, j'y étais opposé. Donc je pense qu'il faut vous arrêtez les éoliennes. Je vais au bout de un moratoire sur les nouveaux chantiers éoliens parce qu'il y a une question d'efficacité énergétique. Mais peut-être on en parlera. Monsieur Bardella, il n'y a pas si longtemps, vous vouliez démanteler les éoliennes existantes. Non, mais je souhaite un moratoire sur la construction de tout nouveau chantier éolien. Il y a une raison très simple, c'est que 25% du temps, les énergies éoliennes tournent à vide. Donc l'énergie ne se stocke pas et c'est une énergie qu'on est contraint de brader. Donc il y a un sujet d'efficacité. Et si on pouvait ne pas être dans la caricature sur ce sujet, je pense que ça serait plus clair pour les gens qui savoir nous ce que vous proposez. S'il vous plaît, sur les centrales nucléaires. On va avoir besoin de plus en plus d'électricité dans les années à venir. On a relancé le nucléaire. Et vous l'avez dit, les premières centrales, ça arrivera en 2035. Après avoir promulgué une loi de fermeture centrale Laissez-moi nucléaire. terminer de parler. Comment vous faites pour répondre à la demande croissante d'électricité qui va arriver d'ici à ce que les nouveaux réacteurs nucléaires soient en vigueur et en place, si vous arrêtez de mettre des éoliennes? Les éoliennes
installées nouvellement chaque année. Elles C'est arrivent à l'équivalent. échéance quand, les éoliennes ? Attendez, Jordan Bardella, laissez-moi parler quand même un moment. Les éoliennes nouvelles qui sont installées chaque année, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire supplémentaire. C'est 1,7 gigawatts, Elles arrivent je à crois, échéance dans combien de supplémentaires qui sont installés Les parcs chaque année. actuels arrivent à Vous échéance dans dites, combien de mais temps ? arrêtez de, laissez-moi parler. Vous dites, on arrête avec les éoliennes, on arrête d'installer des éoliennes. Ça veut dire que dans les années qui viennent, d'ici à ce que les nouvelles centrales nucléaires soient en marche, la demande d'électricité des Français va augmenter, mais pas la production puisque vous arrêtez les éoliennes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? La facture des Français va augmenter. Elle augmente avec vous, la facture maintenant, là. Mais vous n'arrêtez pas de nous dire que vous allez baisser la facture. Oui, je vais baisser Moins la de facture. production d'électricité parce qu'il n'y a plus d'éoliennes, plus de consommation d'électricité, c'est des prix qui augmentent. Vous nous parlez en permanence Et de on va préférence peut-être nationale. clore Mais sur ce l'énergie, chapitre. on a bien compris, avec vous, c'est la préférence étrangère. C'est le gaz et le pétrole qui viennent de l'étranger et pas l'énergie décarbonée produite en France avec des On éoliennes. va du arrêter GNL cette de chez première M. partie, Poutine, s'il vous plaît. votre Un ami. Barrage S'il hydroalcoolique. vous plaît, on va regarder vos temps de parole Ouais. avec un petit peu d'avance pour vous, Gabriel Attal, et un petit peu de retard pour vous, Manuel Bompard. On va faire une petite pause. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans ce débat avec Jordan Bardella, Gabriel Attal, Manuel Bompard. Rebonsoir à tous. Nous allons parler d'immigration dans un instant. Nous allons parler également de sécurité. Nous allons parler de l'école. Jordan Bardella, l'immigration est votre priorité numéro 1. Si vous arrivez au pouvoir, dites-vous, vous ferez voter une loi pour mettre fin au droit du sol, qui est une tradition française depuis 1515, le XVIe siècle. De nombreux juristes constitutionnalistes disent que vous ne pourrez pas le faire et que vous aurez sur votre route le droit français et le droit européen qui s'y opposera. Comment allez-vous faire ? Pardon d'avoir une appréciation un peu différente, mais le droit du sol, il s'applique déjà. Il a été supprimé à Mayotte, donc dans un département français, et je souhaite, moi, que l'acquisition de la nationalité française ne puisse plus être automatique, parce que le droit du sol, qui pouvait avoir du sens il y a de cela un siècle ou plusieurs décennies, n'a plus de sens dans un monde à 8 milliards d'individus, où nous faisons face à des continents, et notamment l'Afrique, qui vont devenir des bombes démographiques, et dont on sait qu'une grande partie des aspirants à l'immigration seront tentés de venir sur le sol européen. L'immigration est un sujet majeur qui bouleverse notre identité, notre sécurité et l'équilibre de nos comptes publics. Par conséquent, si je suis Premier ministre dans quelques jours, je serai le Premier ministre d'une France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. Je réduirai drastiquement les flux migratoires et je ferai voter, c'est vrai, une loi d'urgence. D'autres dispositifs viendront, mais qui, dans un premier temps, permettront la suppression du droit du sol, la reprise en main, évidemment, et le contrôle de nos frontières. Je souhaite aussi qu'on ne puisse plus, quand on est un étranger en situation irrégulière, bénéficier de la gratuité des soins. Parce que quand on a un retraité sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important et qu'on a quelqu'un qui vient en situation irrégulière et qui peut bénéficier de toute la palette de soins gratuite, vous avez sur le site, c'est toute la palette de soins gratuite sans exception, à l'exception des cures thermales, peut bénéficier de ces soins gratuits. Ça me pose un problème. Donc, je permettrai à la France de reprendre le contrôle de sa politique d'immigration. Ça se fera sereinement, calmement, par la loi. Il y a beaucoup de pays autour de nous, je pense au Danemark par exemple, qui est pourtant un gouvernement de gauche, qui ont réussi par la multiplication de procédures juridiques votées au Parlement, de réduire les flux migratoires, parce que je pense que le flux est tel aujourd'hui. On a passé tous les records d'immigration à cause de M. Attal. Et avec M. Bompard, là, c'est l'ouverture des vannes. Avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, on va ouvrir les vannes de l'immigration. Ils veulent augmenter les aides sociales aux étrangers, ce qui va évidemment constituer un appel d'air. Il y a des millions de Français. J'en termine. Pardon, Manuel Bompard, J'en termine, si vous me le permettez. répondre. 10 secondes. Il y a des millions de Français qui ne reconnaissent plus aujourd'hui la France, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et je souhaite effectivement que nous puissions maintenant mettre un coup d'arrêt à cette folle politique d'immigration de masse. Manuel Bompard, c'est un tout autre projet de société qu'est le vôtre. Oui, mais d'abord, je vais amener un petit peu de raison dans ce débat, parce que déjà, dès votre intervention, Monsieur Bardella, vous avez établi un certain nombre de contre-vérités. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. C'est un Français sur 4. Oui, j'en ai moi-même beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Parfaitement. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose. On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France, on disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. En revanche, vos ancêtres politiques, ils et étaient on a contre l'immigration. Monsieur Marchais, le patron du Parti communiste, il était très opposé à l'immigration parce que ça faisait de la concurrence pour les travailleurs français. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui,
Par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh ben, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. Vous devriez les remercier parce qu'en vérité, ils occupent des emplois qui sont bien souvent essentiels à la vie de la nation. Que contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent, ils rapportent de l'argent. Sur les 10 dernières années, il a été établi par l'OCDE que l'immigration rapporte chaque année 10 milliards d'euros. Augmentons l'immigration alors. Monsieur Attal, je ne suis pas en train de vous dire ça. Bardella, pardon, on a une notion très différente de l'immigration. Bon, pas tout à fait, vous avez voté ensemble la même loi. Vous avez voté ensemble la même loi sur l'immigration. Maintenant, je vais vous dire quelle est ma logique politique. Ma logique politique, d'abord, c'est de dire qu'on ne part pas de son pays par bonheur, par plaisir, quand on est arraché à sa terre, à sa famille, là où on a grandi. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'attaquer aux causes des migrations, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de partir. Et ensuite, oui, monsieur Bardella, j'assume de vous dire que quand une personne arrive en France, on doit l'accueillir dignement. On a été capable, monsieur Bardella, on a été capable d'accueillir dans des très bonnes conditions 110 000 réfugiés ukrainiens. Et ça s'est très bien passé. Combien vous voulez accueillir de personnes? Ça s'est très bien passé. Et vous, combien vous voulez en accueillir? 0? Non, vous allez renvoyer l'immigration. D'abord, vous allez renvoyer ceux qui occupent des emplois essentiels à la vie de la nation? Je crois dans l'immigration de croissance. Je ne veux pas que la France mette des murs. L'immigration zéro, c'est un slogan. Je veux un solde de 10 000 entrées légales par an. C'est un solde. C'est là où vous êtes. Mais je ne souhaite plus l'immigration clandestine. Je ne souhaite plus. Je vais terminer. Je vais répondre. Je vais vous répondre. Mais d'abord, je vais vous montrer pourquoi vous êtes hypocrite. Parce que vous dites ça dans la campagne électorale. Et il y a quelqu'un d'autre qui le faisait avant vous, monsieur Bardella. Elle s'appelle madame Meloni. Elle était candidate en Italie. Elle disait précisément la même chose que vous. Et dès qu'elle est arrivée au pouvoir en Italie, elle a organisé la venue de 450 000 travailleurs immigrés parce qu'elle en avait. Il n'y a pas le droit du sol. Non, arrêtez, Jordan Bardella, vous explosez les temps. Quant à la proposition que vous faites de supprimer l'aide médicale d'État ou de la réformer. Mais alors franchement, il n'y a pas proposition plus absurde que celle-ci, parce que tout le monde sait que c'est une proposition qui à la fin va coûter plus d'argent, parce que les pathologies vont s'aggraver et que ça coûtera plus cher de les soigner, que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie sur l'ensemble de la population, parce que vous savez, monsieur Bardella, un virus, il ne sait pas si une personne a des papiers ou si elle n'en a pas. Tous les personnels de santé vous le disent. Vous allez augmenter la pression sur le système hospitalier de manière catastrophique. Votre mesure est une mesure qui met en danger les Français plutôt que de les protéger. Gabriel Attal, un certain nombre de Français, les études d'opinion en témoignent, vous font le reproche de ne pas avoir pris suffisamment au sérieux les questions liées à l'immigration. Un seul point, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, il y en a 65 000 par an, moins de 7% sont exécutés, sont effectués. Quelque chose ne va pas, vous avez failli. Je vais vous répondre dans un instant, mais avant ça, j'ai fait une promesse aujourd'hui à 2 jeunes filles que j'ai rencontrées, qui m'ont demandé de passer un message ce soir à Jordan Bardella parce que je suis avec lui en plateau. Vous êtes un des militants. Ces 2 jeunes filles sont pour l'une franco-marocaine et pour l'autre franco-arménienne. Elles m'ont dit de vous dire, monsieur Bardella, qu'elles se sont senties humiliées par la proposition que vous avez mise dans votre programme, que vous avez faite hier, vous jouez très mal la comédie, de dire que des Français binationaux ne seraient pas suffisamment dignes de confiance pour occuper des responsabilités dans la fonction publique. Il y a 5 mois, Mme Le Pen avait déposé une proposition de loi pour interdire purement et simplement la fonction publique aux binationaux. C'est une proposition qui date de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes en ça constant dans votre famille politique. Comme 3,5 millions de Français binationaux, elles se sont senties injuriées et humiliées. Parce que le message que vous faites passer, c'est que quand on est binational, on est demi-national, qu'on ne serait en fait pas des vrais Français et qu'on ne serait pas digne de confiance pour occuper des postes à responsabilité. Imaginez le message que vous envoyez dans des collectifs de travail, dans des entreprises, quand vous dites que dans l'État, des binationaux ne seraient pas... Vous avez annoncé vous-même... Je ne veux pas remettre en cause la double nationalité. Vous avez annoncé que quand on est binational, on ne serait pas suffisamment digne de confiance pour occuper des postes importants et sensibles dans la fonction publique. Vous voulez mettre un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire? Ça ne vous pose pas un sujet d'intérêt national? Monsieur Bardella, vous dites en fait que c'est un sujet et que c'est une mesure qui concerne... Oui, je vais vous répondre. Que c'est une mesure qui concerne les franco-russes. Je pense qu'il faut se protéger d'un certain nombre d'ingérences. Et aujourd'hui, je pense qu'à la tête des services de renseignement, à la tête d'une centrale nucléaire, il faut des contrôles approfondis. Monsieur Bardella, sur les postes stratégiques, il y a déjà des enquêtes. Si c'est une mesure qui concerne les franco-russes dans les postes sensibles, oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire aux Français qui nous regardent qui est Madame Tamara Volokova? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qui est Tamara Volokova? Allez-y, parce que vous semblez bien... Tamara Volokova, c'est votre conseillère au groupe ID au Parlement
européen, qui vous représente à la Commission des Affaires étrangères sur les questions de sécurité et de défense. Il se trouve qu'elle est franco-russe, qu'elle assiste à des réunions à huis clos. La Commission, c'est pas une centrale nucléaire. Mais qu'elle assiste à des réunions à huis clos avec des informations confidentielles. Pour vous, le pays appartient à tout le monde. Donc, elle assiste à des réunions à huis clos avec des informations confidentielles sur la guerre en Ukraine. Je ne remets pas du tout en cause ici son indépendance. Je ne fais aucune accusation d'ingérence. Non, c'est vous qui dites quand on a un poste à responsabilité, un poste sensible sur des sujets sensibles, on ne devrait pas être assistant parlementaire, monsieur Attal. Mais elle est conseillère à la Commission des Affaires étrangères sur les sujets de sécurité et de défense. La réalité, c'est que votre proposition, elle ne concerne pas du tout les franco-russes sur des postes importants. C'est un moyen d'envoyer un message en vous disant que ça vous fera gagner des voix, qui consiste à dire que quand on est binational, qu'on a deux nationalités, dont la nationalité française, on n'est pas digne de confiance et d'exercer des responsabilités. Nadia Hay, qui est derrière moi, qui est franco-marocaine, est-ce qu'elle n'est pas digne d'être députée de la nation? Elle est parfaitement française. Arrêtez votre cinéma, non, c'est pas du cinéma. Vous êtes très en avance. Il y a 3 500 000 Français qui ont une autre nationalité, qui se sont sentis humiliés par votre proposition, parce que le message que vous passez, c'est qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Manuel Bompard, la réaction à cette non, vous ne pouvez plus répondre. C'est non. C'est ça ce que vous dites. Bah si, c'est ce que vous dites. J'espère que vous allez vite faire vos cartons parce que vous n'êtes pas au niveau de la fonction que vous occupez, monsieur Attal. Mais vous l'avez parfaitement assumé. Quand je vois le niveau de vos arguments, je comprends qu'on soit réunis là tous les trois et je comprends que M. Macron ait cherché à vous dire. Jordan Bardella, s'il vous plaît. 3 500 000 Français qui sont Manuel stigmatisés par Bompard, votre vous avez proposition. plus d'une Manuel minute de Bompard, sur retard. cette question Je de ne la... remets pas en cause la double nationalité. Vous êtes trop en avance, monsieur Bardella. Manuel Bompard, la parole est à monsieur Bompard. Que pensez-vous de cette proposition du Rassemblement national concernant la binationalité? Vous pouvez préciser juste la mesure. Laissez-moi terminer, si vous voulez bien. Votre mesure, c'est que des emplois sensibles problème liés notamment à la défense ne seraient pas autorisés à des binationaux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour sa conseillère défense. On parle de Manuel quelques Bompard, dizaines s'il vous d'emplois. plaît. Monsieur Parfois, Bompard. je les laisse un petit peu polémiquer. Moi, j'essaye de m'adresser aux Françaises et aux Français. Je crois que c'est le plus important ce soir. Et je veux dire, bien évidemment, et Monsieur Bardella, c'est un problème que vous n'en soyez pas conscient, à quel point votre proposition a heurté des centaines de milliers de Français dans ce pays qui, oui, parfois, ont deux nationalités. Et l'idée que finalement, vous remettiez en cause leur loyauté à la nation française est quelque chose qui est tout simplement insupportable. Et oui, quelles que soient leurs étiquettes politiques, il y a beaucoup de gens, effectivement, dans ce pays qui ont été heurtés par cette proposition. Oui, bien sûr, que quand on accorde des emplois sur des fonctions stratégiques, il y a, et ça existe déjà, Monsieur Bardella. Donc c'est exactement ce que je dis. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a des enquêtes. Mais vous savez, ces enquêtes, elles ne concernent pas que les gens qui ont une double nationalité. Heureusement. Ces enquêtes, elles concernent aussi des Français qui n'ont qu'une seule nationalité. Quel est le problème ? Et on vérifie. Mais vous les personnes qui ont une double stigmatisez puisque nationalité. vous voulez concentrer votre L'enquête est mesure. suffisante. Là, vous reculez très mal dans votre proposition. Parce que vous voulez concentrer votre mesure sur ceux qui ont deux nationalités. Et vous laissez de côté les autres. Donc oui, bien sûr, sur un certain nombre d'emplois stratégiques, il est normal qu'on fasse en sorte que ces personnes-là soient criblées. Ça existe Quel est le déjà. problème, alors ? Mais rien à voir avec leur double nationalité. C'est juste ce qu'on fait déjà et qui doit continuer à être fait. Alors, tout le monde a à peu près rattrapé son temps de parole. Autre préoccupation des Français, la sécurité, avec une actualité récente marquée par des affaires de délinquance des mineurs. On a tous été bouleversés et même questionnés en tant que société par rapport à ces affaires. Gabriel Attal, vous avez proposé que ces mineurs de plus de 16 ans puissent comparaître en comparution immédiate. Vous voulez aussi remettre en question l'excuse de minorité. Expliquez-nous. Les Français, ils ont droit à une vie tranquille. Et je pourrais vous donner ici plein de chiffres, vous dire qu'on a renforcé les moyens de la sécurité, ce qui est vrai, 15 000 forces de police et de gendarmerie supplémentaires, 200 brigades de gendarmerie notamment dans la ruralité ces dernières années. Mais tout en disant ça, je le sais très bien parce que les Français me le disent quand je les rencontre, qu'ils ne se sentent pas pour une grande partie d'entre eux en sécurité. Et qu'ils en ont assez, pas seulement de l'insécurité, mais aussi d'une forme d'impunité. Quand vous avez suffisamment de policiers pour interpeller un jeune qui commet des actes de délinquance dans un quartier, mais que le lendemain, après son interpellation, le même jeune est dans le même quartier en train de faire la même chose, évidemment que vous êtes français, vous vivez dans ce quartier, c'est insupportable. Donc oui, j'assume de dire, et je l'ai fait depuis 5 mois que je suis Premier ministre, que ma priorité, c'est la délinquance des mineurs. J'ai déjà pris certaines mesures, parce qu'elles pouvaient se prendre sans loi, notamment la création de travaux d'intérêt généraux pour les moins de 16 ans. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Une circulaire pénale du garde des Sceaux a été prise à ma demande. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin pour la responsabilisation des parents. Il faut qu'on puisse beaucoup plus régulièrement reconnaître le manquement à une obligation parentale.
J'ai des propositions concrètes en la matière. Je propose d'aller plus loin, effectivement, en créant une comparution immédiate pour les mineurs, pour qu'il puisse y avoir des sanctions immédiates, notamment en cas de récidive. Je propose qu'on puisse atténuer l'excuse de minorité qui fait que dans un certain nombre de cas, vous avez des peines qui sont moins importantes du fait de la minorité. Je propose des mesures qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir un principe clair. Il faut des sanctions plus rapides et plus efficaces. Quand vous avez un déferrement qui se fait très vite au bout d'un mois, mais que la sanction tombe au bout de 8 ou 9 mois, peut-être que dans certains cas, et notamment sur les premiers faits, ça peut avoir une valeur de probation, une valeur éducative. Mais je vais vous dire, quand on est sur des récidivistes qui recommettent les mêmes cas, on ne peut pas rester avec ce système-là, il faut des sanctions beaucoup plus rapides. Vous prenez 2 cambrioleurs, un qui a 17 ans, un qui a 18 ans. Celui qui a 18 ans, il va avoir une sanction tout de suite. Celui qui a 17 ans, il l'aura au bout de 8 ou 9 mois, même s'ils sont en récidive. Pour mettre en place toutes ces mesures, il faut une loi. Pour que cette loi puisse être adoptée, il faut une majorité. C'est pour ça qu'avec les députés Ensemble pour la République, nous proposons une majorité pour mettre en place cette réforme. Jordan Bardella, vous voulez aller beaucoup plus loin. Vous voulez supprimer les allocations familiales de parents que vous jugeriez défaillants, de parents d'enfants délinquants récidivistes ou qui auraient commis des crimes. Vous promettez, monsieur Attal, mais vous avez fait quoi ? Nous vivons aujourd'hui dans un pays je suis Premier ministre depuis qui a atteint, moins de vous 6 êtes mois. ministre depuis 7 ans, Quand qui a j'étais à atteint l'Éducation nationale, je des crois avoir records, montré que je pouvais prendre des mesures des records très fermes. d'insécurité sans commune mesure dans tout le pays. Il n'y a plus un seul Français, une seule Française qui nous regarde ce soir, qui ne craint pas pour sa sécurité dans l'espace public. Il n'y a plus une seule femme qui, lorsqu'elle sort dans les rues du pays, qui, lorsqu'elle emprunte les transports en commun, ne craint pas pour sa sécurité, parce qu'elle craint en fonction de la tenue qu'elle arbore, en fonction de l'heure à laquelle elle rentre chez elle, d'être harcelée, d'être invectivée, parfois d'être agressée. Donc, il faut un tournant sécuritaire et un tournant pénal. Je rétablirai l'autorité et la sécurité dans le pays. Parce que contrairement aux 2 autres personnes qui sont là ce soir et qui représentent 2 camps politiques, je ne suis pas un fanatique de la culture de l'excuse et du laxisme judiciaire. Donc, je vais mettre fin à l'excuse de minorité. Je vais rétablir, dès les premières semaines de mon action à Matignon, des peines planchées. Il existe des peines maximales, il doit y avoir des peines minimales dans le droit français. Je vais suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes parce qu'il n'y a aucune raison, aucune, pour que les Français qui bossent, pour que les Français qui travaillent soient contraints de payer la solidarité nationale pour des parents qui sont totalement responsabilisés. On vit dans un pays aujourd'hui où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes, un cambriolage toutes les 3 minutes et un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Donc, je renforcerai drastiquement les sanctions et l'échelle des peines. Je soutiendrai les forces de l'ordre et pardon, mais je vais réduire drastiquement l'immigration. Parce qu'une très grande partie aujourd'hui de la violence de rue dans notre pays est liée à notre incapacité à maîtriser l'immigration. Et je vais vous dire, je regrette sincèrement qu'on ait passé... Vous mettez la majorité pénale à 16 ans ? Qu'on ait passé... Vous mettez la majorité je supprime pénale à 16 ans ? l'excuse de minorité. Je regrette qu'on ait passé... Et donc vous mettez la majorité pénale à 16 ans ? Je regrette qu'on ait passé... Comment vous faites avec l'intégralité du débat sur la politique migratoire à débattre d'une micro-mesure qui ne concerne quasiment personne. Ça veut dire que vous donnez le droit de vote à 16 ans ? C'est vrai. Qui a été, vous êtes mal à l'aise, mais ça veut dire que vous donnez le droit de vote à 16 ans ? Vous faites un concours ou... Je vous interroge. Bon. Vous donnez le droit de vote à 16 ans ? Je veux revenir sur le sujet. Pour préciser, je n'entends pas remettre en cause la double nationalité, mais je dis une chose qui est un principe de bon sens que tout le monde peut comprendre, au-delà des caricatures, des calomnies et des mensonges que j'entends depuis 10 minutes. Quand vous êtes à la tête d'un poste stratégique... Mais ne revenons pas là-dessus. Si vous êtes mal à l'aise, les Français qui nous regardent ont tout à fait compris. Vous avez beaucoup d'avance. Vous avez Manuel Bompard, j'utilise on a bien mon temps compris, de parole Non, mais tel que je l'entends. On va vous le redonner tout à l'heure. préciser annoncer que vous que je revenez veux sur votre mesure. réserver Présentez vos les excuses emplois de les plus 3,5 stratégiques de millions de l'État par lesquels binationaux en quelques dizaines France. de Nous postes, avons la compris tête des cela, Monsieur renseignements, Bardella. aux Manuel citoyens Bompard, français. vous avez beaucoup de retard. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette problématique de la délinquance des mineurs. Que faites-vous ? Qu'est-ce qui figure dans votre programme, celui du nouveau Front populaire ? D'abord, je veux vous dire que bien évidemment, les Français ils sont inquiets et confrontés à des problèmes d'insécurité. Et que donc la question qui nous est posée, c'est normal qu'elle soit dans le débat, c'est comment on fait en sorte de garantir la tranquillité, le caractère paisible de leur vie et de leurs existences. Je pense qu'il faut changer de logique par rapport aux logiques qui ont été présentées par mes adversaires sur ce plateau. Je pense qu'il faut d'abord rétablir ce qui a fonctionné et ne pas remettre ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné dans l'histoire de notre pays, c'est par exemple la police de proximité. Ça a fonctionné. Et je vous annonce que si nous avons demain un gouvernement du nouveau Front populaire, après les élections législatives, dès le mois de juillet, nous rétablirons des équipes
de police de proximité. Ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne parfois face à des situations qui sont des situations dramatiques. Vous savez, moi, je suis député de Marseille, donc je suis bien placé pour savoir à quel point il est dramatique dans nos quartiers populaires, par exemple, de perdre une jeune fille quand elle est dans un appartement parce qu'il y a des trafics qui sont en bas et qu'il y a des armes lourdes qui sont utilisées dans ces trafics. Ce qui a fonctionné pour lutter contre ces trafics, c'est certainement pas les opérations de communication, les places nettes XXL et je ne sais quoi. Ce qui fonctionne, c'est de mettre des moyens dans la police d'investigation, c'est de renforcer les moyens de la police judiciaire, c'est de démanteler les réseaux, c'est faire en sorte d'augmenter le nombre de douaniers pour faire en sorte, par exemple, que la drogue arrête de rentrer sur le territoire, pour faire en sorte que les armes lourdes arrêtent de rentrer sur le territoire. Maintenant, précisément sur la question de la justice vous voulez libérer des détenus, monsieur Attendez, Bompard, mais laissez-moi terminer, vous allez voir. Allez-y, Manuel Bompard. Moi, j'ai pas de problème, j'assume mon programme. J'ai l'impression que vous avez un petit peu plus de difficultés. Non, j'assume le mien, mais... tout à l'heure, Vous voulez libérer des détenus. tout à l'heure, ça donnait pas l'impression. Légaliser les squats. Vu comment vous essayez de revenir en arrière Monsieur Bompard s'exprimer sur la son propre... séquence précédente du débat. Moi, j'assume de dire qu'en France, on ne doit pas juger un mineur comme un majeur. Et contrairement à ce qui a été dit sur ce plateau, il n'existe pas dans le droit d'excuse de minorité. Ça n'existe pas. Ce terme n'est pas utilisé. Il y a des atténuations de peine qui peuvent être accordées à des mineurs. La justice, elle n'excuse pas. La justice, elle prend en compte un contexte pour attribuer la peine qui est la peine juste. Oui, un enfant, un jeune homme, il n'a pas sa conscience construite de telle sorte qu'il peut avoir la même conscience de ses actes qu'un adulte. C'est un principe et un délinquant élémentaire. multirécidiviste de 17 ans non plus. Mais bien évidemment que ces atténuations de peine, elles peuvent déjà, Monsieur Attal, vous le savez, les juges peuvent déjà décider que parce que c'est un multirécidiviste, que parce que les actes qui ont été commis sont particulièrement graves, la justice peut déjà décider qu'il n'y aura pas d'atténuation de peine. Vous proposez d'inverser le principe. De mon point de vue, je vous le dis sincèrement, ça sert à rien. Plus le principe, mais que le juge puisse le motiver. Quant à la mesure qui consiste à dire, comme ça a été fait depuis des mois et des mois maintenant, c'est-à-dire de s'attaquer aux parents avec la suspension des allocations familiales. Ça aussi, ça a déjà été expérimenté en France. Sous Nicolas Sarkozy, on a dit il y a un problème d'absentéisme scolaire, on va supprimer les allocations familiales quand il y a trop d'absentéisme scolaire. Vous savez quel a été le résultat ? C'est la loi Ciotti, je la rétablirai. Vous savez quel a été le résultat ? Dans les 3 ans où ça a été fait, il y a eu plus d'absentéisme scolaire. Donc, si vous voulez continuer à mettre en place des mesures qui ne fonctionnent pas, non, ça fonctionne et je la rétablirai. Mais moi, je privilégie plutôt les mesures qui fonctionnent. Alors, vous avez surtout le problème avec cette mesure, s'il vous plaît. Le problème avec cette mesure, c'est que ça ne pénalise que la mère. Voilà. On parle de c'est bien les l'autorité. deux parents dont il faut aller chercher la responsabilité. Vous parlez de l'autorité des parents. Beaucoup de Français ont peur aussi, et soulignent aussi la perte d'autorité de l'État, et notamment de l'autorité des professeurs à l'école. Sur la question de la laïcité, beaucoup disent qu'ils s'autocensurent, qu'ils ne peuvent plus enseigner certaines notions. Gabriel Attal, comment est-ce que vous pouvez davantage les accompagner ? Parce que, encore une fois, leur témoignage, c'est de dire qu'ils sont bien seuls. D'abord, moi, quand je suis devenu ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu à cœur de réaffirmer clairement par des actes les règles de la République, les lois de la République à l'école, et notamment la laïcité. Ça faisait des années qu'il y avait cette situation avec le port de l'abaya dans les établissements scolaires qui contrevenait à la loi de 2004 sur l'interdiction du port de tenues religieuses ostensibles à l'école. J'ai pris cette décision. La France insoumise, à l'époque, m'a attaqué sur cette décision, y compris en justice, pour tenter de la faire annuler. Le Conseil d'État a validé cette décision qui a permis de réaffirmer clairement les règles. Ensuite, on a avancé, et je ne dis pas qu'on a encore réussi, je suis lucide sur le sujet, pour mettre fin à ce qu'on appelle, depuis là aussi des années, si ce n'est des décennies, le pas de vague. Le pas de vague, c'est ce qui consistait à toujours tout mettre sous le tapis. Souvenez-vous quand il y avait eu ce moment de recueillement qui avait été organisé dans les établissements scolaires à la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Je rappelle que nous avons 2 professeurs qui ont été tués ces dernières années par le terrorisme islamiste. J'avais dit que de manière extrêmement claire et ferme, toute atteinte à ce moment de recueillement, toute atteinte à la laïcité dans le cadre de ce moment de recueillement ferait l'objet de signalements et de sanctions extrêmement fermes. Il y a eu près d'1 millier de signalements, autant de saisines de la justice et de sanctions au sein des établissements. Et je vais vous dire, après que la justice a été saisie, on a des nouveaux signalements qui sont arrivés. Pourquoi ? Parce que les enseignants ont vu qu'enfin, c'était vrai, qu'on allait tout faire remonter à la justice et qu'on allait chercher à sanctionner tous les actes. Donc moi, je le dis ici, nos enseignants qui font un travail absolument remarquable. Et parfois, c'est vrai, dans des conditions difficiles. Je crois que c'est près d'un enseignant sur 2 qui déclare s'être déjà
autocensurés. C'est vrai pour des enseignants d'histoire-géographie sur des questions d'histoire, sur des questions de laïcité. C'est vrai pour des professeurs de sciences de la vie et de la terre. C'est vrai pour des professeurs de musique. Eh bien moi, je veux mettre fin à cette situation. C'est pas évident, c'est pas simple parce qu'il y a quelque chose parfois qui est très ancré. Mais les professeurs de notre pays me trouveront toujours derrière eux et à leur côté pour faire respecter leur autorité. Question très courte à tous les trois. Manuel Bompard, le port de l'abaya par des jeunes filles ou des jeunes femmes dans un établissement scolaire, est-ce un problème pour vous? Est-ce un signe évident d'atteinte à la laïcité? Écoutez, je pense qu'on a passé toute la rentrée scolaire l'année dernière à discuter d'un sujet qui concernait à peu près 100 personnes, 100 élèves. Si, monsieur Attal. Et vous avez présenté la situation comme étant... Faites confiance aux chefs vous avez d'établissement présenté qui tous demandaient qu'on prenne cette décision. Vous avez présenté la situation comme étant une situation de chaos, etc. Vous avez pris une décision. C'est un problème ou pas? C'est les chefs Attendez, je vous le d'établissement dis qui étaient sincèrement. confrontés à ces Vous avez problèmes. pris une décision. Moi, j'étais en désaccord avec. Vous l'avez rappelé. Mais en l'occurrence, elle n'a pas produit Sur le principe, le monsieur... désordre que vous vouliez indiquer. Maintenant, pardonnez-moi. Non, au contraire, elle a réglé le Pardonnez-moi. Laissez Manuel Bompard s'exprimer. Pardonnez-moi. Laissez Manuel Bompard s'exprimer. Sur le principe, Non, mais est-ce pour vous un problème? attendez, excusez-moi, mais je vous ai dit mon avis sur ce sujet. Mais maintenant, on va être un peu clair sur cette question. La question de l'école aujourd'hui, c'est pas la question de l'abaya, le problème de l'école aujourd'hui. Est-ce que c'est la laïcité le problème de l'école aujourd'hui, attaquée? mais il peut y avoir des problèmes de laïcité. Et donc, il faut réaffirmer l'application pleine et entière de la loi de 1905 à l'école. Il faut renforcer les enseignements sur ce sujet. La loi je n'ai pas de 2004. problème. Mais la loi de 2004, personne n'a proposé de la remettre en Et donc, cause. si vous Monsieur gagnez Attal, les élections, laissez-moi est-ce que vous terminer. revenez sur Mais l'interdiction je vous de ai dit l'abaya? Manuel Bompard, je vous ai dit allez-y. précisément que personne n'a répondez pas. proposé de remettre en cause la loi de 2004. Mais maintenant, Est-ce que vous revenez sur ma décision? excusez-moi, monsieur Attal, je connais votre technique. Vous l'avez fait à la rentrée scolaire dernière. C'est d'occuper l'actualité médiatique avec ce sujet pour ne pas qu'on mépris parle pour des les chefs autres. d'établissement Et donc et les moi, enseignants pardon, qui mais moi je demandaient vais qu'on prenne parler cette mesure. des sujets de l'école. Les sujets de l'école, c'est que contrairement à vos peux vous promesses, en parler aussi. les sujets de l'école, bah oui, Je peux vous en vous parler de auriez l'élévation du niveau de nos élèves, plutôt que d'en de la parler, réforme vous de la auriez mieux fait formation de nos d'agir enseignants. parce que vous étiez Et en là, on pose fonction des pour questions agir. sur la Laissez-moi laïcité, parler sur parce que moi je vous ai pas l'autorité. coupé la S'il vous parole. plaît, Gabriel Et Attal. l'autorité, c'est de commencer le respect. Je crois que c'est de commencer à laisser terminer les autres quand ils sont en train de s'exprimer, y compris à l'école, mais y compris dans les débats. Allez-y. Donc, alors. moi je l'applique. Il n'y a pas de difficulté depuis le début. Je vous dis que les problèmes à l'école, en l'occurrence, c'est par exemple le fait que contrairement à vos promesses, il n'y a pas eu un professeur devant chaque classe après la rentrée scolaire, la dernière. Que contrairement à ce que vous aviez dit à l'époque, que vous alliez agir sur le sujet, on a de plus en plus d'enfants qui viennent à l'école et qui ont des très grandes difficultés pour pouvoir bénéficier des fournitures, des livres scolaires, pour pouvoir étudier dans des bonnes propositions en la conditions. matière. Et donc moi, ce que je souhaite sur ce sujet, c'est qu'on fasse en sorte, dès la rentrée prochaine, de garantir et d'assurer la gratuité réelle de l'école. Voilà une chose très simple, je le dis aux gens qui nous écoutent. Si vous votez dimanche et le dimanche d'après pour des candidats du groupe Front Populaire, au mois de septembre, l'école sera véritablement gratuite. Pardon, Cet vous avez pas équilibre, répondu. pardonnez-moi, Est-ce que non, si j'ai non, répondu, Gabriel Attal, s'il vous non, plaît. non, non, Vous êtes très en avance tous les deux. l'équilibre des temps est toujours instable, c'est normal, c'est un débat, il est vivant et nous le laissons vivre. Il se trouve que Jordan Bardella, vous avez du retard. Quel est, à votre avis, le meilleur arsenal législatif, réglementaire, pour faire respecter ou renforcer la laïcité dans nos établissements scolaires? D'abord, Gabriel Attal a rappelé tout à l'heure qu'un enseignant sur deux aujourd'hui, dans les classes du pays, s'autocensure et évacue un certain nombre de textes, de passages de l'histoire de France qu'on pourrait identifier comme étant problématiques. Il y a aujourd'hui, je n'ai pas entendu le mot ce soir puisqu'on évoque la laïcité, un entrisme islamiste à l'école et des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes religieux, à la fois autour de l'école, mais aussi désormais dans l'école. Donc d'abord, l'État doit être systématiquement et toujours aux côtés de la communauté éducative. Et moi, je souhaite que dès qu'il y a un dépôt de plainte de la part d'un enseignant pour une intimidation, une menace, du harcèlement, voire une agression, la protection fonctionnelle soit immédiatement attribuée aux membres de la communauté éducative concernée. C'est une mesure que je ferai adopter très vite et je souhaite que dès la rentrée, l'école puisse, c'est pas automatique, c'est après avis du rectorat, et que l'école puisse connaître dès la rentrée un Big Bang de l'autorité. Je serai le Premier ministre qui rétablira l'autorité dans la société, y compris dans les institutions de la République. Je souhaite que le vouvoiement soit obligatoire. Je souhaite, deuxièmement, que les téléphones portables soient bannis des établissements scolaires pendant les heures de cours, y compris au lycée, parce que je pense que l'école doit redevenir un lieu de sobriété numérique où les écrans sont un peu mis de côté durant les cours. Il y a des pays dans le monde qui ont expérimenté cette mesure. Je pense à des États américains où on a des résultats qui sont bien meilleurs parce qu'on a un niveau de concentration qui est
supérieur et où l'étudiant, l'élève, est en l'occurrence beaucoup mieux informé et beaucoup mieux concentré. Je souhaite poursuivre les expérimentations de l'uniforme. Moi, je suis favorable à l'instauration de l'uniforme au primaire et au collège. Il y a des expérimentations qui sont mises en place. C'est une mesure que nous défendons depuis très longtemps et je soutiens évidemment cette mesure. Maintenant, on a effectivement ce soir des approches très différentes de l'autorité. Moi, je veux le rétablir dans la société. Monsieur Bompard n'a pas tout dit sur son programme parce qu'il souhaite aussi vider les prisons et légaliser le squat, abroger la loi séparatisme. Que vous allez donc convaincre avec personne, vous, là, mais... c'est les fondamentalistes islamistes qui verront leurs revendications satisfaites, mais sans doute est-ce là un intérêt électoraliste. Donc le redressement de l'école par le rehaussement des exigences, le recentrage des savoirs sur les savoirs fondamentaux et évidemment la revalorisation des métiers manuels professionnels et le retour de l'autorité doivent être nos axes pour remettre l'école dans la compétition aujourd'hui internationale où dans tous les classements PISA, on recule après année. Et ça, c'est le bilan de Gabriel Attal. Oui, Jordan Bardella et Gabriel Attal, nous sommes pratiquement à l'équilibre. Peut-être juste tous les deux un mot petit peu de retard. Parce que l'école, vous savez, me tient à cœur. La bataille, c'est l'élévation du niveau de nos élèves. C'est vrai que depuis 30 ans, on voit les classements PISA, dans les classements PISA, la France qui régresse dans un certain nombre de matières et de disciplines. Et pour ça, on doit donner plus, apporter plus de moyens pour les élèves qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'on a dédoublé les classes en réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire renforcé. Et on voit aujourd'hui que ça paye et que les élèves qui rentrent aujourd'hui au collège, qui ont bénéficié les premiers de ces dédoublements, ont un meilleur niveau en lecture, en écriture et en calcul que les précédents. Et donc, je voudrais me tourner vers Jordan Bardella et lui demander pourquoi est-ce que vous envisagez, si vous veniez à gagner... Vous n'êtes pas le professeur ce soir, monsieur. Je vous pose une question, c'est un débat, Jordan Bardella, arrêtez cette arrogance en permanence. Je peux vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous envisagez de supprimer les réseaux d'éducation prioritaire si vous gagnez ces élections? Parce qu'on parle d'un élève sur 6, de 5000 écoles et collèges dans nos quartiers, en grande couronne, à la campagne aussi, qui bénéficient de ces moyens renforcés. D'abord, je vais mettre en place un moratoire sur les fermetures de classes. Mais sur les réseaux d'éducation prioritaire. Non, mais je ne suis pas là pour répondre, si vous voulez, à l'ensemble des injonctions que vous avez à l'égard de vos opposants. Et je note que de tous les sujets qu'on a parlé, qu'on a abordés depuis le début de cette émission, vous êtes content. Non, vous êtes satisfait de vous. Sur ce vous sujet-là de avez l'école, j'ai justement dit. Et à chaque fois qu'on propose quelque chose, c'est vous qui me donnez l'impression d'avoir réponse à tout et de tout savoir. Arrogant, là, je vous pose une question très calmement. Je pense qu'il faut revoir un certain nombre de dispositions. Moi, je décréterai un moratoire sur la fermeture des écoles parce qu'il y a des classes qui ferment et notamment dans les territoires ruraux. Ça semble pas vous intéresser, mais il y a aussi beaucoup de nos compatriotes qui vivent loin des grandes villes et qui n'ont plus accès aux services publics. Et je souhaite revaloriser aussi les métiers manuels et les filières professionnelles par la fin, par l'instauration du collège modulaire. Ça concerne une famille sur 6 qui a un enfant en réseau d'éducation prioritaire. Pourquoi est-ce que vous supprimez les réseaux d'éducation prioritaire? Vous n'êtes pas ceux qui dirigent le débat. On n'a pas la réponse. Le sentiment d'abandon des Français, notamment dans des régions rurales et notamment dans des déserts médicaux. Comment vous réglez cette question-là? Gabriel Attal, vous avez essayé avec les futurs médecins, ça n'a pas marché, ils refusent. Il faut plus de médecins, parce que la réalité, c'est que dans les années 70, il y a un choix qui a été fait, qui est de limiter le nombre de médecins en formation chaque année pour des raisons budgétaires. Dès 2018, on a fait évoluer ça. En 1998, on formait 3500 médecins chaque année. En 2018, on est passé à 8000. On est aujourd'hui à 12 000. Et si les candidats Ensemble pour la République forment une majorité, nous passerons à 16 000 en 2027. Ça veut dire qu'on aura doublé en 10 ans le nombre de médecins en formation. Maintenant, les Français qui nous regardent, qui galèrent pour trouver un rendez-vous chez le médecin généraliste, chez le médecin spécialiste, notamment dans les territoires ruraux, mais pas seulement. Ils se disent évidemment, OK, mais un médecin, il faut 10 ans pour le former. Comment on fait d'ici là? D'ici là, il faut libérer du temps médical pour nos médecins. Comment? En déléguant un certain nombre d'actes, de tâches qu'on peut déléguer à d'autres professionnels de santé. Je vous donne un exemple très concret, parce que moi, je m'attache à trouver des solutions concrètes. Il y a 2 mois, j'avais dit que désormais, les pharmaciens pourront prescrire des antibiotiques, par exemple en cas d'angine ou de cystite. Depuis la semaine dernière, c'est possible. J'avais annoncé également qu'à l'été, il y aurait un SAS, c'est-à-dire un médecin de garde à moins de 30 minutes, qu'on peut appeler par téléphone pour tous les Français. On est à 80% de territoire couvert. On sera à 100% à la fin de l'été. Donc, former plus de médecins. D'ici là, libérer du temps médical pour nos médecins et évidemment aussi régulariser des médecins. Manuel Bompard, comment on fait? Vous encadrez? Non, mais d'abord, les services publics, c'est la santé, mais pas seulement. Donc oui, bien sûr qu'il faut un grand plan pour réparer et développer nos services publics. Mais vous encadrez l'installation des médecins? Faire en sorte
que tous les services publics essentiels soient à moins de 30 minutes de son lieu de vie. À mon avis, c'est la règle sur laquelle il faut travailler. Sur la question médicale de manière générale et de la santé, il y a eu, il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi transpartisane qui était signée par des représentants des groupes qui constituent aujourd'hui le nouveau Front populaire, mais y compris parfois par des représentants des groupes macronistes, qui visaient à réguler l'installation des médecins pour faire en sorte qu'en priorité, ils s'installent dans les déserts médicaux. Il se trouve que cette proposition de loi, elle a été rejetée à cause des amis de M. Bardella et à cause du gouvernement que dirigeait ou dans lequel M. Attal siégeait. Donc à un moment, il faut être un peu cohérent. Donc oui, il faut réguler l'installation des médecins, il faut sauver notre système d'urgence qui est dans une très grande situation de fragilité. Il y a quand même un service d'urgence sur 2 qui a fermé l'année dernière. Il faut recruter davantage d'infirmières et d'infirmiers, il faut les revaloriser, il faut arrêter de supprimer des lits. L'hôpital en France est à bout de souffle, donc il faut un plan d'urgence sur ce sujet. Jordan Bardella, brièvement, que faire face à ce problème? On le rappelle, 1 Français sur 4 vit dans un désert médical, on attend quelquefois 8 mois pour aller voir un médecin. D'abord, si les Français m'accordent leur confiance et que je deviens Premier ministre, je permettrai dès cet été et très rapidement aux médecins, parce qu'on manque cruellement de médecins, ça a été rappelé très largement ce soir, qui le souhaitent, et aux soignants, de pouvoir continuer à travailler, y compris s'ils sont à la retraite, dans le cadre d'un plan de cumul emploi-retraite, avec l'avantage que ceux qui continueraient à travailler une fois l'âge de la retraite arrivé, s'agissant de nos médecins et nos soignants, soient exonérés pour les revenus qu'ils vont réussir à dégager d'impôts sur le revenu. Ça, c'est une mesure évidemment immédiate. Non, c'est pas le cas. C'est le cas pour les cotisations. S'il vous plaît, Gabriel Attal. C'est le cas pour les cotisations. Ça n'est pas le cas pour l'impôt. Dans les zones de revitalisation. C'est le cas pour les cotisations. Ça n'est pas le cas pour l'impôt sur le revenu. Donc, il faut non seulement débureaucratiser la santé, mais il faut aussi redonner le pouvoir aux soignants. Je décréterai un moratoire sur les fermetures de lits. On se souvient tous pendant la crise sanitaire. On se souvient tous pendant. Et oui, le pays. Vous voyez, la différence, c'est que moi, je suis réaliste. Le pays, il est abîmé. Et donc, le réparer ne va pas prendre 48 heures. Je veux supprimer les agences régionales de santé pour rapprocher la santé du terrain. Aujourd'hui, les ARS, qui coûtent beaucoup d'argent, on s'en souvient tous pendant la crise sanitaire, demandaient aux hôpitaux de fermer des lits. Je souhaite que la santé soit départementalisée, que ça puisse être géré par l'intermédiaire d'un préfet délégué dans les préfectures. Et je souhaite aussi qu'on redonne du pouvoir aux soignants et que les hôpitaux soient évidemment gérés à la fois par quelqu'un qui a l'expertise comptable et l'expertise administrative, mais aussi par un soignant. Donc débureaucratiser, redonner du pouvoir aux soignants et puis évidemment, à terme, il faut former des médecins en France. Nous souffrons aujourd'hui à la fois du numerus clausus. Il faut lever les contraintes sur le numerus apertus parce qu'il existe encore aujourd'hui et permettre de déverrouiller aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur les formations de médecins. Bon, il y a beaucoup d'autres mesures, bien sûr, mais j'ai tenté d'en juste sélectionner quelques-unes. Pour être tout à fait clair, vous parliez tout à l'heure de réguler l'installation de médecins. Est-ce que ça peut passer par la coercition? Un jeune médecin fraîchement diplômé irait plutôt dans la Creuse que dans le 16e arrondissement de Paris. La proposition de loi que j'ai évoquée tout à l'heure ne prenait pas cette logique. Par contre, elle faisait en sorte qu'on ne puisse pas installer davantage de médecins dans des zones qui étaient suffisamment pourvues. C'était la logique qui a été utilisée dans cette proposition de loi que j'ai soutenue, que j'ai appuyée, que j'ai votée il y a quelques mois avec mes collègues. Et ensuite, je pense qu'il y a une deuxième mesure qui peut, de manière urgente, aider à résoudre ce problème des déserts médicaux, c'est de favoriser, en lien avec les collectivités locales, l'installation de centres de santé municipaux dans lesquels il peut y avoir des médecins qui sont des médecins salariés. Ça existe dans un certain nombre de communes, ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est une idée aussi qu'il faut développer pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Ça me paraît indispensable dans un pays comme la France. Alors on va faire un point, temps de parole. 33 minutes 27 pour vous, Jordan Bardella, 33 minutes 29 pour vous, Gabriel Attal, 33 minutes 14 pour vous, Manuel Bompard. Bravo, merci beaucoup d'avoir respecté cette règle. Malheureusement, nous ne pourrons pas, parce que nous avons évoqué les services publics, parler de la France dans le monde, mais ça fera l'objet peut-être d'autres débats. Vous allez maintenant avoir 1 minute chacun pour conclure. Qu'avez-vous à dire aux électeurs pour les convaincre d'aller voter dimanche? Jordan Bardella, le tirage au sort vous a désigné pour commencer. Bien, mes chers compatriotes, dans quelques jours, vous êtes appelés aux urnes pour un choix historique. Votre quotidien, le 7 juin, et le 30 juin, pardonnez-moi, et le 7 juillet prochain peut changer. Mais pour cela, il faut évidemment que vous vous rendiez aux urnes. Vous avez une occasion historique de tourner la page de cette année de macronisme, de choisir des dirigeants politiques qui vous aiment, qui vous respectent et qui vous considèrent. Vous pouvez tourner la page de cette indifférence à l'égard de vos fins de mois,
de tourner la page à l'égard de l'indifférence vis-à-vis de l'insécurité que vous subissez, de ces difficultés d'accès aux services publics. L'alliance que je conduis avec Éric Ciotti, cette alliance avec les Républicains de droite, est la seule qui, au second tour, peut l'emporter face au péril qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir, celui de l'extrême gauche et celui d'un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. La majorité sortante, conduite par Gabriel Attal, va quitter le pouvoir dans quelques jours. Votre choix sera donc clair. L'alternance que je représente est raisonnable, responsable, et elle mettra au cœur de mon action et de mes urgences votre pouvoir d'achat, votre sécurité et l'immigration. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui surfent sur les peurs. Soyez français et soyez patriotes. Manuel Bompard, quel est votre message ce soir aux électeurs? Je veux m'adresser à nos concitoyens, nos concitoyennes. Je sais que depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, beaucoup d'entre vous vivent dans la peur. La peur de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France, la peur de la remise en cause de nos libertés fondamentales et de nos droits, la peur même, pour certains d'entre vous, de devoir quitter la terre qui vous a vu naître ou qui vous a accueilli. Ce dimanche 30 juin, puis le dimanche 7 juillet, vous avez le pouvoir d'empêcher que cette peur devienne une réalité. En choisissant le nouveau Front populaire, vous pouvez tourner la page du macronisme et faire que la France ne s'abîme pas dans le racisme, la détestation des autres et le chacun pour soi. Vous pouvez élire une nouvelle majorité qui permettra de vivre mieux, de retrouver le goût du futur et de refaire de la France ce pays qui sait nous rendre si fiers. Alors ne vous résignez pas. Saisissez-vous du bulletin de vote du nouveau Front populaire pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Gabriel Attal, c'est à votre tour de vous adresser aux électeurs. L'échéance du 30 juin et du 7 juillet est majeure. Et on a vu ce soir que les projets qui sont présentés par les deux contradicteurs conduiraient soit à un matraquage fiscal assumé, soit à un matraquage fiscal forcé par un projet de dépenses massives qui n'est pas financé. Je reprends l'engagement devant les Français qu'avec nous, ils ont la certitude, parce que je prends l'engagement, que nous n'augmenterons pas les impôts. Là, on le voit, la proposition est faite d'un côté, la proposition est masquée de l'autre, mais évidemment, ce serait la fatalité. Je veux dire ensuite que la France, elle a aussi rendez-vous avec ses valeurs et avec son destin. Moi, la France, je la regarde telle qu'elle est, et je l'aime telle qu'elle est. Je ne la découpe pas en tranches en considérant qu'il y aurait des meilleures tranches que d'autres. Je ne jette pas de l'acide sur ces déchirures, je ne cherche pas à stigmatiser certains ou à dresser les Français les uns contre les autres. Je regarde la France telle qu'elle est, amoureuse de son envie de liberté et en même temps de son besoin d'ordre, qui défend toujours l'autorité et qui toujours regarde vers l'avenir pour espérer un monde meilleur. Et la France a beaucoup de choses à dire encore au monde. Nous avons rendez-vous avec notre destin et je le dis aux Français, j'ai confiance en vous et j'ai confiance en nous. Merci à vous trois. Merci à vous. Les Merci temps beaucoup. de parole à 20 secondes près ont été respectés. Nous voulions, avec Anne-Claire, vous en remercier. Merci d'avoir accepté ce débat, d'en avoir accepté les règles dans un esprit républicain. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à vous, Gilles. Et puis merci à vous. tous, évidemment, de nous avoir suivis. Excellente soirée.